Tout d'abord, je voudrais préciser que je suis athée et que j'ai tendance à rester sceptique lorsqu'il s'agit du surnaturel ou du paranormal. Mais il y a eu quelques événements dans ma vie que la science ou la pensée rationnelle ne peuvent pas expliquer. L'un de ces moments a eu lieu en juillet de cette année. Pour vous donner un contexte, je suis un homme de 23 ans originaire du nord de l'Angleterre. Mais maintenant, je vis actuellement dans les West Midlands. Pendant les événements de cette expérience, je gardais une maison avec mon petit ami. Ils avaient une assez grande propriété et étaient au milieu de nulle part. Et par nulle part, je veux dire au milieu d'une forêt, au sommet d'une colline, entourée de pics et de grottes. Notre ami et son mari étaient repartis en vacances, mais comme ils avaient là beaucoup de terrain, une maison très grande et ostentatoire, et beaucoup d'animaux à s'occuper, nous avons été invités à garder la maison. Cela ne me dérangeait pas car je vis déjà à la campagne et à cause du travail de mon petit ami, je suis généralement seul à la maison, donc l'isolement ne me dérange pas trop. Je pensais qu'explorer les bois, jouer avec les animaux de la ferme et visiter les grottes voisines, pleines de ruines et de maisons troglodytes datant de l'âge du bronze, serait amusant. Nous logions dans la maison d'hôte et nous devions nous assurer que les jardins étaient entretenus, que les cours restaient propres, que la maison elle-même était sécurisée et que les 6 chevaux, les 5 oies et les 2 chats de la ferme étaient tous bien soignés. Même si c'était beaucoup de travail de nettoyer après les chevaux et de s'occuper de l'endroit en général, nous nous amusions bien, prenant le temps de nager dans la piscine et de regarder Netflix en rafale. Cependant, mon petit ami a récemment été promu et malheureusement, il a été appelé au travail pour les derniers jours de la semaine. Il a essayé de s'assurer de m'aider avec toutes les tâches avant de partir l'après-midi. Mais vendredi, j'ai dû faire les tâches de l'après-midi tout seul. Donc, après avoir nourri les chevaux, j'ai remis les oies dans leur abri en m'assurant qu'elles avaient de l'eau et de la nourriture, quand j'ai remarqué que les 2 chats de la ferme agissaient de façon très étrange. Harry et Jack, bien qu'ils soient ceux des chats de ferme robustes, avaient le caractère le plus gentil qui soit. Ils étaient vraiment amicaux. Mais maintenant, ils se tenaient bras près de l'un des plus grands portails de la cour, sifflant devant le portail en bois verrouillé et fermé à clé. Puis soudain, ils ont arrêté de siffler et sont retournés dans leur petite maison en bois, apparemment pour la nuit. Après avoir enfermé les oies dans leur cabane et m'être assuré qu'elle était bien protégée contre le renard du coin, je me suis dirigé vers le grand portail de la cour. J'ai essayé de jeter un coup d'œil à travers ce portail massif entouré de fils de fer, barbelé pour voir s'il y avait quelqu'un dehors. Mais il n'y avait rien là-bas. En vérité, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un parce que la maison elle-même était au milieu de la forêt et des collines. En gros, j'étais au milieu de nulle part, et le village le plus proche était à 25 minutes en voiture. J'ai simplement attribué le comportement étrange du chat à un renard malicieux qui essayait de s'introduire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu nerveux. Après avoir donné de la nourriture et de l'eau aux chats, je les ai enfermés dans leur petite maison fraîche, juste pour m'assurer qu'ils ne se battraient pas avec le renard du coin ou d'autres animaux sauvages. Une fois que j'ai fait cela, j'ai fait une dernière vérification des chevaux dans les champs, alors j'ai grimpé la colline et en vérifiant les 2 juments, j'ai eu cette étrange sensation que quelqu'un m'observait. J'aurais mis ça sur le compte de la paranoïa, mais soudain les 2 juments ont poussé des cris perçants et se sont enfuis. Je me sentais à la fois confus et inquiet, car les juments, d'ordinaire très placides, se sont précipités hors du champ et se sont cachés dans leur abri. Si cela n'était pas déjà assez étrange, les choses sont devenues encore plus inquiétantes. Lorsque je suis redescendu à travers les champs, j'ai découvert que tous les chevaux faisaient la même chose. Le grand étalon bruyant, Saxon, se cachait dans son abri de champ, et la petite famille, un trio de chevaux composé d'une jument, d'un poulain et d'un cheval mâle, s'était également réfugié dans leur abri à l'autre bout de leur champ. C'était vraiment étrange. J'avais passé chaque heure de la journée pendant 1 semaine à observer ces animaux et à m'occuper d'eux. Ils n'avaient jamais agi comme ça auparavant. J'ai même envisagé de rappeler mon petit ami,
mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que j'exagérais. Une fois que j'ai fini de ranger la cour, j'ai allumé les clôtures électriques et je suis retourné à la maison d'hôte. Il commençait à faire froid, et c'était plutôt apaisant. Nous avions connu une semaine de chaleur torride, alors un peu de brise et d'ombre était en fait très relaxant. Mais la brise s'est transformée en tempête, et des nuages gris se sont amoncelés au-dessus de moi, devenant noirs en un instant. Et je me souviens m'être senti vraiment mal à l'aise en levant les yeux vers le ciel soudainement tempétueux. Le ciel s'est alors déchaîné et j'ai couru le long du chemin du jardin jusqu'à la maison d'hôte, qui se trouvait à côté du portail électronique et juste en face de la maison principale. Je me suis soudainement senti beaucoup plus en sécurité, puis je me suis dit « en sécurité ?» En sécurité contre quoi? Je n'avais aucune idée de pourquoi j'étais aussi paniqué. Je me disais d'arrêter d'être stupide et je n'arrêtais pas de me répéter que les gens de mon âge ne devraient pas s'énerver pour rien. Alors j'ai ouvert la porte de la maison d'hôte et j'ai commencé à ranger les brouettes et à fermer le garage à clé qui était bien relié aux côtés de la maison d'hôte, son toit me protégeant de la pluie. Puis un vent assez violent s'est engouffré dans le chemin menant au jardin, surprenant non seulement moi, mais aussi tous les oiseaux qui nichèrent dans les buissons à ce moment-là. Leurs cris soudains et frénétiques m'ont largement suffi. J'ai claqué la porte du garage, l'ai verrouillée rapidement et je me suis précipité dans la maison d'amis. Pendant tout le temps où nous étions restés là, nous n'avions jamais verrouillé la porte de la maison d'amis. Nous pensions être en sécurité derrière les hauts murs et portails électroniques. Je vois maintenant que nous étions naïfs de le penser. Pourtant, quelque chose ce soir m'a donné envie de verrouiller cette porte. Peut-être était-ce à cause du temps ou du comportement étrange des animaux. Ou peut-être était-ce l'idée que mon petit ami, la seule personne qui savait que j'étais là-bas et qui pouvait m'aider, ne reviendrait pas avant 3 heures du matin. Quoi qu'il en soit, quelque chose ce soir me donnait l'impression que la simple porte en bois et ses fenêtres en verre facilement cassables étaient à toute la protection que j'avais. Alors j'ai verrouillé la porte de l'intérieur et j'ai gardé les clés dans ma poche. Assis sur le canapé, j'ai allumé la télévision et j'ai commencé à regarder mon feuilleton préféré pour me changer les idées et oublier mes peurs irrationnelles. Cependant, de temps en temps, mes yeux se détournaient de la télévision et se posaient sur les 3 très grandes fenêtres, regardant la cour gravillonnée devant la maison et le jardin lointain trempé par la pluie. Je ne savais pas pourquoi je regardais par les fenêtres, mais avec du recul, je pense que c'était l'instinct qui me poussait, pour rester vigilant parce que quelque chose approchait. Le soir laissa place à la nuit, et je laissais échapper un bâillement fatigué en regardant les lumières autour de la cour s'allumer automatiquement. J'ai regardé au-delà de la cuisine, à travers la vitre de la porte, pour voir la lumière du patio s'allumer comme elle l'avait toujours fait. Je sais que ça peut paraître idiot, mais l'idée d'être entouré de lumière me faisait me sentir en sécurité. Rien ne peut se cacher dans la lumière. Et il semblait que la lumière pouvait chasser toutes les mauvaises choses. Tous les croque-mitaines dans les placards ou les monstres sous le lit. Elle pouvait même faire disparaître les cauchemars. Et maintenant, j'étais en sécurité, entouré de mes lumières. Comme j'étais stupide. Un coup frappé violemment à la porte de la maison d'hôte faillit me faire bondir de peur. J'ai regardé vers la porte, mais la lumière du patio s'était éteinte, rendant difficile de voir quoi que ce soit. Me sentant plutôt effrayé, j'ai éteint la télévision et j'ai regardé par la fenêtre du salon pour vérifier que les portails électroniques étaient toujours fermés, ce qui était le cas. Je continuais à penser que mon imagination avait peut-être pris le dessus sur moi et que ma peur m'avait simplement fait croire que j'avais entendu frapper à la porte. Cependant, tout doute que j'avais s'est dissipé lorsqu'un second coup, plus ferme, a résonné sur la vitre de la porte. Une incrédulité totale m'a envahi et j'ai senti que je quittais mon propre corps. C'est à quel point j'étais choqué. Je veux dire, ce n'est pas une rue au milieu d'un lotissement. C'était au milieu de nulle part. Pendant un instant, je suis resté assis là à écouter la pluie tambouriner contre la fenêtre de la maison d'hôte, puis, après avoir pris une profonde inspiration, je me suis levé et j'ai avancé vers la cuisine et la porte d'entrée.
À ma grande surprise et stupéfaction, de l'autre côté de la vitre de la porte se trouvaient 2 jeunes garçons. Ils semblaient avoir environ 12 à 14 ans et les sweats à capuche sombre qu'ils portaient étaient détrempés par la pluie, comme s'ils étaient restés dehors toute la nuit. Ils avaient à l'air transis et pâles et une vague d'humanité et de compassion m'a envahi, me poussant à presque commettre une énorme erreur. Je me suis précipité vers la porte et j'ai voulu l'ouvrir, craignant que les enfants ne soient blessés ou perdus. Mais soudain j'ai eu une révélation. D'où venaient-ils ? Comment sont-ils entrés sans que j'ouvre les portails électroniques ? J'ai lentement retiré ma main de l'ouverture et les 2 garçons ont levé les yeux vers moi depuis l'autre côté de la vitre, leur visage toujours dissimulé sous leur capuche. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Nous sommes allés nous promener et nous nous sommes perdus dans les bois. Le plus grand et le plus mûr des 2 garçons a parlé. Ses paroles semblaient plus calculées et plus posées que celles d'un enfant. Nous sommes perdus et nous avons froid, gémit le petit garçon. Ces paroles m'ont touché en plein cœur et je me suis vraiment inquiété pour eux. Mais je me suis à nouveau rappelé que ce n'était pas possible. Alors j'ai rassemblé tout mon courage et tout mon souffle, et j'ai posé une question aux 2 enfants. D'où venez-vous ? Comment êtes-vous entrés ici ? Le portail était ouvert, les lumières allumées. Nous nous sommes bien précipités. Pouvez-vous nous laisser entrer pour échapper au froid ? Nous voulons juste appeler nos parents. Ils vont être morts d'inquiétude, s'exclama le garçon le plus grand, ces mots bien choisis m'attirant vers la porte. Encore une fois, je me suis retrouvé à croire les paroles du garçon le plus mûr, et j'ai failli croire à son explication avant de réaliser soudainement que les grilles étaient enfermées depuis que mon petit ami était parti. Nous étions les seuls à posséder les télécommandes permettant de les ouvrir, et je savais qu'elles n'avaient pas été utilisées. Tu mens. La grille est restée fermée toute la nuit. Je ne t'ai même pas vu entrer, alors d'où viens-tu ? Les 2 jeunes garçons se sont regardés, et ce qui s'est passé ensuite m'a donné des frissons dans le dos. Ils ont tourné la tête pour regarder derrière eux, et là, au bout de l'allée du jardin, se trouvait un garçon encore plus grand, sortant de l'obscurité. Sa silhouette longue et élancée semblait glisser à travers les buissons et les arbres qui surplombaient le petit sentier. Comme les autres, il portait un sweat à capuche sombre, et ses mains maigres étaient froides, blanches. Ce que je pouvais distinguer de son visage ressemblait exactement à celui des 2 garçons plus jeunes, pâles et fantomatiques. Je frissonnais et toute la cuisine devint glaciale. Je pouvais littéralement voir mon souffle, et j'ai ressenti plus de terreur à cause de ces 3 jeunes garçons que je n'en avais jamais ressenti auparavant pour quoi que ce soit d'autre. Je sais que ça paraît fou, mais il y avait quelque chose dans leur voix et dans leurs vêtements presque identiques. Ce n'était tout simplement pas normal. C'était comme s'ils essayaient d'avoir l'air aussi normaux et humains que possible, mais qu'ils manquaient du sens de l'identité et de l'unicité que tous les humains possèdent. Quand le garçon plus âgé s'est approché, j'ai réalisé qu'il était aussi grand que moi et qu'il se tenait entre les 2 enfants troublants. J'ai reculé d'un pas. « S'il vous plaît, laissez-nous entrer. »« Il fait froid et sombre et nous avons peur, » a dit le garçon le plus grand. Étrangement, sa voix semblait encore jeune et en partie enfantine, mais elle ne paraissait pas normale. J'ai reculé un peu plus. « Allez, Connor, laisse-nous entrer. » On ne peut pas entrer à moins que tu dises que c'est d'accord. Le plus âgé et le plus dominant des 3 garçons a appelé. Mes yeux se sont écarquillés de stupéfaction. Je sentis tout mon corps frissonner de peur, et mon cœur menaçait de s'arrêter, alors que je laissais échapper un souffle. Comment pouvait-il connaître mon nom ? C'est impossible. Ce genre de choses n'arrive pas dans la vraie vie. Et en espérant que tout cela n'était qu'une hallucination ou que mon imagination s'emballait, je fermai les yeux un instant en espérant que lorsque je les rouvrirais, ils auraient disparu. Mais quand je l'ai fait, ils étaient toujours là. « Sortez d'ici, je vais appeler la police » ai-je crié, mais mes paroles manquaient totalement de force. Ils n'arriveront pas à temps. Tu es au milieu de nulle part. Tu es tout seul avec nous.
Les deux petits garçons ont ricané. Leur ricanement hideux et leur rire odieux ont fait monter la peur en moi comme une fusée. Je sentais mes yeux se remplir de larmes et la terreur m'envahir. Ils continuaient à rire, à glousser et à ricaner. Leurs dents étaient noires comme du charbon. « Allez-vous-en, laissez-moi tranquille » ai-je crié. Mais les garçons se sont soudainement arrêtés de rire et ont collé leur visage contre la vitre de la porte. Leurs yeux étaient en noir, je n'ai même pas pu crier. Je ne pouvais pas bouger, et je savais maintenant que ces trois fantômes n'étaient pas des enfants. Quoi que soient errantes soient ces créatures, avec leurs yeux noirs comme la nuit et leur sourire malsain, elles n'étaient pas humaines. Et pire encore, elles prenaient un plaisir évident à me terroriser. « Tu vas mourir là-dedans » ricana le plus petit garçon. À ce moment-là, j'ai poussé un cri et je me suis précipité dans le salon. J'ai claqué la porte de la cuisine et j'ai poussé une des chaises du salon contre elle. Je craignais sans cesse que la simple porte en bois ne les empêche pas d'entrer et je suis retourné en titubant vers la chambre. Mais je pouvais encore les entendre ricaner et me narguer. Je sentais mon cœur battre, à tout rompre, et le sentiment de lutte ou de fuite prenait le dessus. Mais je ne pouvais pas me battre contre ces choses, et je ne pouvais pas non plus m'enfuir. Où irais-je ? Si jamais je réussissais à m'échapper dans les bois, je redoutais d'imaginer ce qui pouvait encore s'y cacher. Ou si jamais j'arrivais jusqu'au champ de chevaux, est-ce que je serais en sécurité avec eux ? J'en doutais. Et si j'étais dehors, et qu'il y en avait plus que 3 ? Alors que je réfléchissais à mes chances et à mes choix, j'ai soudain réalisé que je ne les entendais plus. Mon regard a aperçu quelque chose de pâle, et je les ai vus, debout de l'autre côté des fenêtres du salon. Chacun des 3 enfants se tenait devant l'une des 3 grandes fenêtres, me souriant d'un large sourire. Je voulais courir pour fermer les stores, mais j'avais l'impression que mes pieds étaient accolés au sol. Et quand j'ai enfin senti que je pouvais à nouveau bouger, j'ai couru vers la salle de bain. La seule pièce de la maison d'hôte avec une serrure. Je me suis enfermé à l'intérieur et je me suis assis sous la douche, les lumières éteintes, en espérant qu'il partirait simplement. Allongé là, je priais tous les dieux, anges, démons et divinités auxquels je pouvais penser, mais aucun d'eux n'a répondu à mon appel. C'était comme le garçon l'avait dit. J'étais seul. Pendant des heures, je suis resté là à écouter les garçons qui continuaient à crier « Laissez-nous entrer, laissez-nous entrer ». Cela semblait ne jamais devoir finir, jusqu'à ce que soudainement, tout s'arrête brusquement. Je ne les entendais plus, et après une demi-heure de silence, j'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait, et j'ai jeté un coup d'œil hors de la salle de bain. Les garçons avaient now disparu de la fenêtre du salon. Alors, voyant ma chance, j'ai couru et j'ai fermé les stores. Puis je me suis demandé s'ils étaient revenus à la porte d'entrée. Alors, encore une fois, j'ai pris une grande inspiration, j'ai poussé la chaise de côté et j'ai ouvert la porte de la cuisine. Ils n'étaient plus là, et la lumière du patio était de nouveau allumée. Ils étaient partis. Cependant, leur disparition ne m'a apporté aucun soulagement, car même si je savais qu'ils étaient partis physiquement, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'ils rôdaient encore quelque part dans l'allée du jardin, m'observant depuis l'ombre, attendant que je baisse ma garde pour surgir et recommencer leur terreur. Le reste de la nuit, je suis resté éveillé, toutes les lumières allumées et un grand couteau de cuisine à la main, attendant que mon petit ami revienne. Quand le matin est arrivé, j'ai entendu les grilles s'ouvrir. J'avais les yeux lourds et j'étais épuisé, mais ce bruit m'a rempli d'une vague d'énergie. Je me suis précipité vers la porte, l'ai déverrouillée et couru vers lui. Dans un discours frénétique, j'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé et même s'il disait me croire, je ne voyais pas qu'il le faisait vraiment. Pourquoi le ferait-il ? J'étais sur les nerfs pendant tout le reste de mon séjour là-bas. Je dormais mal et chaque fois dans les champs ou le jardin, je sentais leur regard sur moi. Le lendemain, il ne s'est rien passé et les propriétaires m'en sont revenus. Je voulais leur raconter ce que j'avais vécu, car ce sont de bons amis à nous, mais je ne voulais pas les effrayer ni passer pour un fou. Alors je les gardais pour moi.
Pendant que nous prenions le petit déjeuner avec eux, l'un des propriétaires, Stéphane, nous a dit à quel point nous avions fait du bon travail et nous a demandé si nous avions apprécié, ce à quoi j'étais répondu par un oui hésitant. Son humeur a changé et ses yeux semblaient inquiets lorsqu'elle a demandé s'il y avait eu des problèmes. J'ai pensé qu'en parlant de problèmes, elle évoquait les animaux. Quand je lui ai dit qu'ils allaient tous bien, elle m'a demandé si quelqu'un avait tenté de s'introduire. Je pouvais sentir ce qu'elle allait dire avant même qu'elle ne le dise, et je savais que je ne voulais pas l'entendre. Je préférerais que mon expérience avec ces garçons ne soit qu'une hallucination ou le début de la folie, mais je savais, à voir son regard, qu'elle allait nous dire le contraire. Steph a dit que les dernières fois où ils sont partis en vacances, ils rentraient chez eux et trouvaient sur leur vidéosurveillance des images de 3 garçons frappant à la porte tard le soir et appelant quelqu'un pour qu'on les laisse entrer. Ils ont demandé à la police de fouiller les lieux et les environs, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. En réalité, il n'y avait aucun signe que ces garçons existaient eux-mêmes. Je lui ai raconté mon expérience et elle semblait vraiment troublée. Et mon petit ami, qui est aussi sceptique qu'on peut l'être, s'est excusé de ne pas m'avoir cru. Ils ont demandé si nous accepterions de garder leur maison à nouveau, et moi, sans hésiter, j'ai dit non. Je ne veux jamais recroiser ces garçons étranges et leurs yeux de minuit. Je me demande parfois ce qui se serait passé si ce n'avait pas été moi dans la maison d'amis, mais quelqu'un de plus confiant. Je me demande ce qui aurait pu arriver si je les avais laissés entrer. J'imagine que je ne serais pas ici pour écrire ce récit, si je l'avais fait. Je ne sais pas qui ou ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'étaient pas normaux. Ils sont réels, et je n'oublierai jamais ma rencontre avec les enfants aux yeux noirs. Cela s'est passé quand j'étais au lycée, entre 2000 et 2004 environ. Je m'étais réveillé vers 4 heures du matin à cause de quelqu'un qui frappait à ma fenêtre. J'entendais le léger ronronnement d'une voiture au ralenti, et je suis allé à la fenêtre pour jeter un coup d'œil à travers les stores. Il y avait un visage de fille. Même si ma fenêtre était fermée, je pouvais l'entendre parler clairement. Est-ce que Nick est là ? C'est mon frère. Comme c'était une fille amante qui demandait après mon frère, j'ai tout de suite pensé que c'était sa copine. Et mon frère avait l'habitude de rentrer très tard le soir, ou tôt le matin selon le point de vue, et je ne savais pas s'il était là ou non. Alors je lui ai dit que j'allais vérifier. Je suis allé dans la chambre de mon frère, il n'y était pas. Je suis retourné à la fenêtre, et comme je pensais que c'était la copine de mon frère que je connaissais, j'ai relevé les stores jusqu'à ce point. Mais ce n'était pas sa copine. La copine de mon frère est grande et a les cheveux blonds. Cette fille était petite, avait les cheveux noirs et une queue de cheval, et je pouvais aussi voir une voiture dans l'allée. C'est tout ce que j'entendais. Je lui ai dit qu'il n'était pas là et elle avait l'air nerveuse, et elle a dit pour elle-même « Nick, où es-tu » Je lui ai dit qu'il n'était pas encore rentré, et elle est payée partie. J'ai fermé les stores et je me suis rendormi, puis je suis resté allongé dans mon lit à y penser. Je ne me souvenais pas avoir jamais vu les yeux de la fille. Ça ne m'est pas venu à l'esprit dans mon état à moitié endormi pendant que je lui parlais. Mais en y réfléchissant, il m'a semblé que ses yeux étaient absents. J'en ai parlé à mon frère le lendemain et il n'avait aucune idée de qui cela pouvait être. Il aurait pu mentir parce qu'on sait que mon frère trompe sa copine, donc ça aurait pu être une couverture. Je sais que je ne rêvais pas parce que ça semblait tellement réel et je n'ai jamais fait un rêve comme ça auparavant. Est-ce que ça aurait pu être une enfant aux yeux noirs, mais c'était étrange qu'elle ne semblait pas avoir d'yeux. Une autre idée m'est venue à l'esprit. Je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais l'une des anciennes petites amies de mon frère est décédée dans un terrible accident alors qu'elle nettoyait sous une maison mobile surélevée quand celle-ci est tombée et l'a écrasée. Ils étaient inséparés à l'époque. Peut-être que c'était son fantôme, revenu pour dire au revoir, une dernière fois. Sans parler du fait que l'ex-petite amie de mon frère avait les cheveux noirs et courts, et portait souvent une queue de cheval. J'avais 19 ans quand cela s'est produit. Je vis à Chicago, dans l'Illinois.
Ma famille et moi louions un appartement dans le quartier de McKinley Park. Nos locataires étaient à l'époque des membres de la famille. Ma tante de l'époque était enceinte de 9 mois et ce jour-là, elle a perdu les os. Il y avait peu de place dans les 2 voitures tandem familiales et le reste de ma famille est vraiment parti avec elle à l'hôpital qui n'était qu'à 15 minutes en voiture de leur emplacement actuel. Je me suis proposé de rester car j'avais la maison rien que pour moi. C'était une maison à 2 étages, 2 appartements séparés et le sous-sol qui était entièrement aménagé. La disposition est tout complexe à décrire, car l'escalier en colimaçon qui mène du premier étage au sous-sol se trouve dans la cuisine du premier étage. En bas de l'escalier, sur la droite, il y a tout de suite une buanderie, puis une salle de bain attenante. Si vous suivez le couloir qui se trouve juste en face de l'escalier, il y a une autre pièce sur la droite, une chambre qui appartenait à mon oncle à l'époque. Après cela, il y a une grande pièce, une salle de jeu, avec de la place pour un mini-bar, une table de billard, un ensemble d'haltères et un petit lit ou une couchette. C'est important parce que dès que ma famille est partie à l'hôpital, je suis descendu pour faire un peu d'exercice. Je suis descendu, me suis assis près des haltères, les ai chargés et me suis mis en position pour commencer le développé couché. J'ai fait environ 3 séries avant que tout parte en vrille. Ça a commencé très subtilement. J'étais en train d'enchaîner une série de développés couchés quand j'ai entendu le grincement inimitable de quelqu'un qui descendait les vieux escaliers en colimaçon depuis la cuisine du premier étage jusqu'au sous-sol. J'ai instinctivement appelé le nom de ma sœur, pensant qu'elle était revenue. Rien. Après avoir écouté attentivement pendant quelques secondes, je me suis convaincu que ce n'était que la maison qui travaillait et j'ai repris mon exercice. J'étais à la moitié d'une série quand je l'ai entendu de nouveau. Cette fois, j'étais sûr de ne pas avoir rêvé. Je me suis levé et j'ai marché prudemment jusqu'au palier de l'escalier en colimaçon. Puis, je suis monté lentement. Il grinçait sous mes pieds. Je ne suis pas un grand gars, je mesure 1,70 m et à l'époque je pesais à peine 68 kilos. Mais j'étais, et je suis resté, très fort et agile. Mais j'étais un peu déstabilisé. J'ai fait le tour de tout le premier étage pour m'assurer que j'étais seul et que personne n'était revenu, ou pire, ne s'était introduit. Avant de monter à l'étage, pour vérifier le premier étage, j'ai vérifié toutes les pièces du sous-sol, sauf la chambre. Elle était toujours fermée à clé et cette fois ne faisait pas exception. Lorsque je suis redescendu après avoir vérifié le premier étage, la porte était grande ouverte. Habituellement, cette chambre avait un lit, 2 tables de nuit, une télévision et un dressing. Aucun de ces objets n'était là. La pièce était complètement vide, et j'avais l'impression d'être en transe. Au milieu de la pièce se trouvait une petite fille familière. C'était ma sœur. Sauf que ça ne pouvait pas être elle. Cette fille ressemblait à ma sœur quand elle avait 11 ans avec une longue frange. Ma sœur a 2 ans de plus que moi. Elle a 21 ans maintenant. Pourtant, elle était là devant moi, semblant avoir 11 ans. Mais ses yeux étaient totalement noirs, sans blanc. On aurait dit qu'elle me regardait droit à l'intérieur, et j'ai eu des frissons glacés sur tout le corps. Elle m'a souri d'une manière étrange, pas menaçante, juste inquiétante. J'ai couru hors de cette pièce et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai éteint toutes les lumières, je suis monté au 2e étage et j'ai attendu que ma famille revienne de l'hôpital. Quand ils sont rentrés, je ne leur ai rien dit. Ma belle-grand-mère est une sorcière, pas une mauvaise personne, une véritable sorcière. Je sais qu'elle s'intéressait à l'occulte et je n'ai jamais aimé être dans cette maison, mais c'est là que j'avais mon banc de musculation. Après cela, j'ai décidé de ne plus retourner au sous-sol. Je ne crois pas aux fantômes, ghouls, spectres ou apparitions au sens traditionnel du terme. Je sais ce que sont ces êtres. Ce sont des démons qui prennent de nombreuses formes et je ne veux pas en faire partie. Heureusement, nous avons ensuite pu déménager dans notre propre maison. Et depuis, tout va bien pour nous. J'ai 14 ans. Je viens d'un village vallonné en Angleterre. Récemment, j'ai travaillé sur un projet concernant les légendes urbaines.
C'était un devoir de classe, et la plupart des élèves ont choisi Bloody Mary. J'ai choisi Slenderman. J'ai vécu beaucoup de choses paranormales au cours de ma vie, et là c'est un tout autre niveau pour moi. Donc la raison pour laquelle j'ai mentionné le projet du lycée, c'est parce que c'est pertinent. Il y avait 2 élèves qui ont choisi les enfants aux yeux noirs. C'était cool au moment de la présentation. J'ai commencé à avoir mal au ventre et j'ai pensé que j'avais attrapé un virus. J'ai demandé à aller voir la réceptionniste et je me suis évanoui en chemin, puis ma mère m'a emmené chez le médecin. Mais le médecin a simplement dit que ça pouvait être une infection virale. Bref, avançons 2 semaines plus tard. Je promenais mon chien en traversant les bois, car il y a un petit sentier qui mène à un terrain de golf, entouré de collines boisées. Alors que je marchais là avec mon chien, il a soudain commencé à faire froid et un peu venteux, et un peu de gravier est entré dans mon œil quand j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un sur le sentier, en robe blanche couverte de boue. C'était une fille, et j'ai remarqué en m'approchant qu'elle avait la peau vraiment très pâle. J'étais à 3 mètres d'elle quand soudain mon chien s'est recroquevillé. Je me suis arrêté et j'ai essayé de le calmer, mais il ne voulait pas avancer. La fille en a été tournée de l'autre côté, et ce n'est que lorsque je me suis approché pour lui tapoter l'épaule afin de voir si elle allait bien que j'ai réalisé qu'elle semblait avoir environ 12 ans. J'ai hésité en allant la toucher et elle a tourné tout son corps d'un seul mouvement rapide. Elle a d'abord tourné la tête, puis a fait de même avec le reste de son corps, terminant par ses pieds. « Est-ce que tu vas bien ?» C'est là que j'ai remarqué. Ses yeux étaient noirs et ressemblaient le plus à des billes. Avant que je puisse finir de parler, elle a demandé « Est-ce que je peux toucher ton chien ?» Ça m'aurait vraiment fait rire si je n'avais pas été aussi tremblant. Elle était tellement directe dans tout ce qu'elle disait. « Non, ai-je répondu. Elle a continué à poser d'autres questions. « Est-ce que je peux toucher tes cheveux ?» À chaque fois, elle a fini par demander si elle pouvait me tenir la main. Ça m'a pris par surprise et c'était non à chaque fois. Elle s'est alors mise à pleurer en disant qu'elle avait besoin de me tenir la main. J'ai fini par commencer à m'enfuir et elle a essayé de ramper vers moi et de toucher mon chien. À ce moment, mon chien gémissait de peur. Je me suis retourné et j'ai vu la fille par terre en train de s'arracher les cheveux, et puis elle avait disparu. Je me suis retourné une seconde fois et c'était comme si elle s'était littéralement enfoncée dans le sol. Je suis rentré en courant et je ne sais pas ce que j'ai vécu, mais je n'emmène plus jamais mon chien près de ce chemin. Mon ami et moi avons toujours été passionnés par le paranormal et l'exploration de lieux hantés. Un soir, nous avons décidé d'aller dans les bois, dans l'état où je vis actuellement, et de visiter un camp abandonné qui avait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour y garder des prisonniers japonais. J'ai oublié le nom exact de ce type de camp. Mais je me souviens que c'est ce qu'il m'avait dit. C'était à des kilomètres de chez moi, au fond de ces routes de terre sinueuses. C'était quelque chose qui inquiétait beaucoup, aussi bien lui que moi. Ma sœur était avec nous à ce moment-là, mais je ne pense pas qu'ils aient vu ce que j'ai vu. Il commençait à faire sombre, il était environ 19h à ce moment-là, et nous pensions que ce serait parfait pour partir à la recherche de cryptides, car cela nous fascinait. Nous ne sommes que des enfants, tu sais. Je doutais de trouver quoi que ce soit, n'étant pas vraiment croyant au paranormal. Alors, on roulait sur le chemin de terre, et j'ai senti tout mon corps se raidir involontairement, comme si ça s'était tendu jusqu'à mes articulations. J'ai un peu plus de 20 ans, donc c'était une expérience très étrange pour moi, mais je l'ai ignorée. Dès qu'on a dépassé l'eau, la sensation est partie aussi. J'ai voulu serrer les poings, et mes mains ont craqué, presque comme si j'étais resté immobile pendant des décennies. C'est là que j'aurais aimé lui demander de faire demi-tour. J'ai eu cette impression d'être observé, et j'ai tourné la tête pour regarder par la fenêtre. Et je regarde dans la forêt pendant qu'il descendait de la Jeep avec ma sœur, cherchant ce que c'était, mais je ne pouvais pas le voir. Haussant les épaules et laissant tomber, je suis sorti de la voiture, pensant que c'était juste mon imagination débordante ou mon trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qui me jouait des tours. Franchement, j'aurais préféré que ce soit le cas.
Nous avons décidé de chercher les vestiges de ce camp, celui que j'ai mentionné plus tôt. Et c'est à ce moment-là que lui et moi l'avons entendu. Il a entendu plusieurs voix, ou du moins c'est ce qu'il a affirmé. Moi aussi, et la seule maison aux alentours était celle de l'autre côté du lac. C'était l'hiver, ce qui veut dire qu'il régnait un silence de mort. Le seul bruit était la respiration douce de ma sœur, de mon ami et de moi-même. Le silence était tellement étrange, comme si quelque chose étouffait tout bruit avec une couverture de néant. Y repenser maintenant me donne franchement la chair de poule. Je n'arrêtais pas de m'en vouloir parce que j'aurais dû le savoir. Mon ex s'est brusquement levé et a dit qu'on devait partir. Il a juste dit qu'il fallait qu'on s'en aille. J'ai brandi son couteau de poche et j'ai dit à mon jumeau de passer devant moi et d'avancer. C'est là que j'ai fait l'erreur de regarder derrière moi et de voir deux garçons debout au bord de l'eau, dos tourné vers moi. J'ai plissé les yeux pour les regarder et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. L'un d'eux s'est tourné vers moi avec ces yeux-là. On aurait dit qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Et si ce n'était pas pour ce sentiment de peur que j'ai ressenti en regardant dans ce vide, j'aurais pu jurer que c'était juste parce qu'il faisait sombre. Je suis revenu à ce que je faisais et je me suis mis sur la défensive en remontant la colline, la sensation d'être observé s'intensifiant. Je me sentais encore plus mal et j'avais l'impression d'être suivi. J'ai regardé ma sœur et je lui ai dit de monter dans la voiture. Elle a pris son temps et je lui ai dit de se dépêcher ou à mon ex de monter, puis nous sommes partis. Cette sensation m'a suivi à travers la forêt jusqu'à ce que nous arrivions à la route principale. C'était quoi ces deux gamins ? Début octobre 2015, j'ai vu ce que je pense être un enfant aux yeux noirs adulte. Je fabriquais des masques d'Halloween pour les mettre dans un centre d'antiquité où j'ai un stand. J'ai levé les yeux du canapé et j'ai vu par une fenêtre à ma gauche quelqu'un qui regardait directement ma maison. Il se tenait rang sur une butte juste en face sur la pelouse d'un voisin. Je ne reconnaissais pas cette personne et j'ai pensé que c'était peut-être un toxicomane ou un sans-abri. Je vivais dans une zone rurale, mais les maisons sont côte à côte sur des terrains d'un acre. Elle était habillée tout en noir, avec un sweat à capuche sombre, un pantalon ample et mal ajusté qui s'arrêtait au-dessus des chevilles, d'étranges sandales type tongs, ressemblant à des chaussons avec une grosse lanière sur le pied et pas de chaussettes. Comme c'était en octobre dans le Connecticut, il faisait froid. Elle tenait un téléphone portable contre son oreille d'une main et gardait l'autre bras tendu le long du corps, comme un soldat. Des cheveux très fins, blancs, une peau blanche. J'observais à travers la vitre supérieure de ma porte d'entrée. Cette personne a traversé la pelouse de la maison voisine et est entrée dans leur allée, puis s'est de nouveau tournée vers ma maison. J'ai vu les yeux noirs. Terrifié, j'ai couru du salon à la cuisine et j'ai verrouillé la porte. Je l'ai vu traverser la rue, entrer et marcher jusqu'au bout de mon allée, puis disparaître sous mes yeux. Il apparaissait et disparaissait de ma vue, comme s'il venait d'une autre dimension. Ma sœur et moi avons fait un road trip il y a quelques mois, après avoir entendu parler des enfants aux yeux noirs récemment. Et nous avons lu des histoires à leur sujet pendant des heures. Le lendemain, j'étais avec quelques-uns de mes amis. Nous avons pris une ruelle vers un parking souterrain. Au centre de la ruelle se tenait une vieille dame aux cheveux blancs, vêtue d'une robe blanche démodée. Même de loin, je pouvais voir qu'elle me fixait. En nous approchant, j'ai remarqué que ses yeux étaient complètement noirs. J'ai commencé à trembler, et je ne croyais pas vraiment ce que je voyais. Je pensais vraiment que j'étais en train de l'inventer dans ma tête, parce que j'en avais lu à ce sujet la veille au soir. Alors j'ai demandé à mon ami d'une voix tremblante, « Est-ce que cette dame a les yeux noirs ?» Putain, mec. Sa voix est devenue tremblante instantanément, et nous avons fait demi-tour pour entrer dans le parking par une autre entrée. Quand nous sommes repassés devant la ruelle une minute plus tard, elle se tenait toujours au même endroit. Chaque fois qu'elle était en vue, elle me fixait droit dans les yeux. C'était incroyablement perturbant. Je suis content de ne pas avoir eu à lui parler. Elle semblait avoir 70 ans, ou plus. Se pourrait-il que ce soit une personne âgée aux yeux noirs ?
Vraiment une expérience glaçante. Hier soir, je regardais des rediffusions de cette série des années 70, les yeux lourds et l'esprit embrumé. Je m'endormais quand je me suis réveillé, croyant avoir entendu un grand bruit près de la porte du patio. Le cookie aux pépites de chocolat que j'étais en train de manger a glissé de ma main, faisant une roulade sur mon torse, alors que ce bruit me réveillait en sursaut. Juste un animal, ai-je pensé. Ou la maison qui travaille. Eric Forman est tellement maladroit. Donna est toujours hors de sa portée. Eric a de la chance. J'aime bien ce plan. Retour au sommeil. Boum. Cette fois, ça vient du plafond. J'ai poussé un cri. C'est quoi ce truc ? Cette fois, je me redresse, le dos bien droit, prêt à me concentrer sur le moindre détail qui attire mon attention. J'allume la lumière de la cuisine, simplement par peur, sans vraiment m'inquiéter qu'il y ait quoi que ce soit dans la cuisine. Je vérifie la terrasse arrière à cause du bruit précédent. C'est vraiment bizarre, je me dis. Il ne se passe rien d'autre. Je commence à me détendre. Je ne suis pas vraiment inquiet à ce stade, mais je reste quand même un peu sur mes gardes. Je suis un étudiant à l'université qui passe l'été chez mes parents en travaillant au centre-ville de Washington. Ils sont à la plage. Je suis seul dans cette maison, plutôt grande. Il est 22h36. On frappe à la porte ? Sérieusement, je pense. Si j'étais sur le plateau d'un film d'horreur, ou après avoir vu quelque chose d'effrayant, j'aurais tout de suite associé le bruit sourd à quelqu'un frappant à la porte à une heure si inhabituelle. Mais aucune de ces choses ne s'appliquait à moi à ce moment-là, donc je ne l'ai pas fait. J'étais quand même un peu anxieux à cause de ces bruits sourds. Mais quand on a frappé à la porte, mon attention a immédiatement oublié ce bruit, qui n'était probablement rien d'inquiétant. Probablement un vendeur ou un facteur. Je me souviens qu'il y a quelques années, un livreur de United Parcel Service a sonné à notre porte vers minuit pour déposer un colis. J'étais le seul réveillé, donc ça m'a vraiment fait flipper. C'était peut-être quelque chose comme ça. Le scénario le plus probable serait mon pote Frank, qui avait envisagé de venir mais a dit qu'il était trop fatigué. Il peut être un peu dans la lune parfois, donc je suppose qu'il aurait pu changer d'avis sans me le dire. Je vais sans doute y aller et dire à cette personne que je souhaite un peu d'intimité. À moins que ce ne soit Frank, bien sûr, auquel cas je lui rappellerai à quel point il peut être dans la lune. Un peu perturbé par la situation, je saisis la première chose qui ressemble à une arme. Un vieux bâton de lacrosse. Je le tiens par la tête, le manche pointé vers l'extérieur comme un sabre laser. En tournant le coin vers le vestibule, j'aperçois à travers la porte une paire de jambes maigres avec d'étranges pantoufles usées. D'accord, c'est un peu bizarre. C'est clairement une fille maigre. Peut-être s'est-elle trompée en voulant voir une amie et a frappé à la mauvaise porte. La maison voisine est de taille similaire. Elle ne ressemble pas vraiment à la mienne, mais je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Tout cela me traverse l'esprit en quelques secondes, entre mes pas dans la cuisine et le paillasson qui sépare la porte d'entrée du reste de ma maison. Alors que je me tiens entre la grande porte moderne et la personne qui se trouve dehors, je pose ma lacrostique derrière moi pour que cet inconnu ne la voie pédestre de son pas. Alors que ma main flotte hésitante vers la poignée de la porte, j'entends une voix venant de l'autre côté. Pas de mots clairs, juste de légers chuchotements. Je suppose que quelqu'un doit être avec la fille aux pantoufles, parce que je n'ai même pas encore ouvert la porte. Et d'après ce que je peux dire, cette personne n'a même pas vu que quelqu'un est à la maison, à moins qu'elle ne parle toute seule. Mais cette pensée n'a pas du tout apaisé mon esprit. Mes mains se sont figées en l'air, à mi-chemin entre le reste de mon corps et la porte, comme si j'allais faire un drôle de mouvement de danse robotique. J'attends plusieurs secondes, troublé par l'étrange synchronisation entre mon mouvement vers la poignée de porte et la voix à l'extérieur. J'attends plus longtemps, plus de voix. Je prends une profonde inspiration. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je suis déstabilisé. J'ouvre la porte aux 3/4, rapidement, comme un tout petit anxieux et curieux de découvrir le monstre dans son placard. Je passe la moitié droite de mon corps dehors, faisant face à 2 silhouettes féminines sombres sur mon porche.
La première chose que je remarque, ce sont ces vieilles pantoufles usées. Je lève les yeux à partir de là, penchant la tête et le cou vers le haut pour voir le reste de son corps. Des cheveux noirs, raides, non coiffés, emmêlés dans tous les sens. Elle avait l'air maladive, tremblant de froid, avec un sweat à capuche et un minuscule short kaki. Elle mesure environ 1,60, ça me paraît 13 ans, regarde droit devant elle, ce qui, vu de mes 1,75 mètres debout sur une surface plus haute que mon Porsche ABC, correspond à la hauteur de mon bassin. Dans l'obscurité, je ne peux pas distinguer les traits de son visage, mais je peux dire qu'il y avait quelque chose de maladroit chez elle. La façon dont elle se tenait là, déséquilibrée. Son cou penché du côté gauche, comme une poupée usée et mâchouillée. Avant que je puisse réagir d'une quelconque manière, j'observe sa partenaire à environ un demi-pied derrière elle, et sur la gauche, une fille nettement plus jeune, peut-être 9 ans, mais avec environ 1 pouce de plus que sa sœur, portant une chemise bleu foncé en lambeaux, un pantalon noir et des bottes de pluie. Elle avait des cheveux noirs similaires, mais n'avait pas la même attitude étrange que sa sœur aînée. Je regarde ces deux filles et je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis que j'ai ouvert la porte. Ont-elles dit quelque chose? Qu'est-ce que je dois dire? C'est trop bizarre. Je peux vous aider? Je lance sur le ton que j'utilise habituellement pour parler aux enfants, mais avec une pointe de décontraction dans la voix. Je bégayais un peu quand je suis nerveux ou excité, et là j'arrivais à peine à prononcer un mot. « Bonjour monsieur, s'il vous plaît, nous avons froid et nous aimerions utiliser le téléphone. » La plus jeune dit cela, la tête tournée, droit devant elle. Son ton, c'était comme rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant. C'était féminin, bien sûr, mais chaque mot sortait de sa bouche totalement indépendant des autres, comme s'il s'agissait simplement de mots crachés par une machine et placés dans le bon ordre par un tiers. Presque comme un robot, mais elle était clairement humaine, une jeune fille à qui je parle. Pourtant, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment étrange. Elle ne sonnait pas comme son âge. Elle avait l'air d'avoir au moins 14 ou 15 ans, mais elle ne paraissait pas plus de 10 ans. Pourquoi m'a-t-elle parlé à moi et pas à sa grande sœur? Qu'est-ce qui se passe? Sa grande sœur est-elle timide? Handicapée mentale? Est-ce que je rêve? Et qu'est-ce que ça veut dire à propos de l'utilisation de mon téléphone? C'était comme si elle lisait un texte et qu'elle s'était trompée dans sa question. Voulait-elle demander autre chose? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question arbitraire, mais je m'en sors. Ah, eh bien, je ne suis pas sûr de ce que vous demandez. Vous êtes perdus tous les deux? D'abord, rien. Il fixe simplement, droit devant lui, comme s'il n'avait aucune conscience visuelle. Ensuite, le plus jeune, « S'il vous plaît, monsieur, nous sommes seuls et nous avons besoin d'appeler chez nous. Laissez-nous entrer. » Sa réponse, avec la même voix monotone, n'a pas vraiment répondu à ma question. C'était comme si elle parlait sans aucune inquiétude à ce sujet. Juste au moment où c'était à elle de parler à nouveau, et pour la dernière partie, laissez-nous entrer comme un ordre complètement séparé de sa demande polie et franche précédente. Tremblant de peur, confus, avec une forte sensation me disant que quelque chose n'allait pas du tout, j'ai dit « Eh bien, je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser entrer chez moi. Restez ici pendant que je prends un téléphone et appelle pour vous. Je ne pouvais pas laisser ces deux enfants seuls. » Mais je savais, quelque chose au fond de moi me disait simplement que je ne pouvais pas les laisser entrer. J'étais terrifié, complètement paniqué. Les deux regardaient un temps droit devant eux, sans réagir. Et soudain, la plus âgée, qui n'a encore rien dit ni bougé, change complètement d'expression. Elle serre les poings, qui tremblent le long de son corps comme si elle souffrait énormément, et sans bouger son visage pâle ni son cou, elle esquisse un sourire dévoilant soudain toutes ses dents. Elles étaient pointues, inhumaines, comme celles d'un animal. À ce moment-là, je pousse un cri de terreur évident et retentissant. La plus jeune remarque ma peur et lève les yeux vers moi, et son visage pâle. Ses yeux, noirceur. Noir pur, pas d'iris ni de rétine apparent, comme deux bilans noirs.
J'ai alors remarqué aussi les yeux noirs de sa grande sœur, silencieuse et souriante. Une nausée grotesque envahit mon estomac, m'envahit, m'étouffe. Je suis figé, je n'arrive pas à crier, je ne peux pas, je suis perdu dans la peur. Tout mon corps s'accélère, picote, s'engourdit. Je me perds et finalement, après ce qui me semble être plusieurs minutes, je pousse un cri d'horreur que je ne pense jamais avoir fait, alors que je referme la porte devant moi et me réfugie dans la sécurité de ma maison. Mon corps tremble encore. Je reste debout en pleurs, tremblant devant la porte. Je dois atteindre mon téléphone portable, qui est dans le salon familial. Je peux encore entendre date 70 chaud en fond sonore, ce qui m'apporte un certain soulagement, mais maintenant ça sonne étrange, étranger, presque comme une autre langue dans mon état de peur. Je dois appeler la police. Je ne peux pas les laisser entrer. Sortez d'ici! Je crie en frappant sur la porte pour essayer de les effrayer. Des sons indistincts viennent de l'autre côté, comme des cris ou des aboiements d'animaux. Ça ne ressemble pas à la voix de la plus jeune fille. Je sais que ce n'est pas elle, c'est la fille plus âgée. La silencieuse, pas vraiment présente mentalement. Je ne comprends pas, non. Je dois atteindre mon téléphone portable, mais je ne peux pas bouger. Je ne peux pas les perdre de vue. Je peux voir les chaussons dans la fenêtre latérale. Je sais qu'elle est toujours là. Encore des bruits d'animaux venant de dehors. Je crie, je hurle, je frappe ma lacrostique contre la porte. Tout ce que je peux sortir de mes poumons et de mes muscles fatigués. J'avais l'impression d'être attaqué par un grizzly. J'étais en mode survie totale, faisant tout ce que je pouvais pour les effrayer. Mais chaque bruit que je faisais était égalé par la fille plus âgée, avec ses aboiements et ses cris troublants qui hantent encore mes rêves aujourd'hui. De l'autre côté de la porte, j'entends un bruit étouffé. « Nous voulons juste appeler notre mère », dit la plus jeune fille. « S'il vous plaît, nous avons peur et nous sommes seuls. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. » La dernière partie, « Laissez-nous entrer », avec exactement la même cadence 2 fois de suite, comme un enregistrement. « S'il vous plaît, laissez-nous entrer », comme une incantation. « Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. » La plus jeune fille continue, chaque ordre étant plus fort et plus affirmé que le précédent, tandis que les bruits de l'aîné correspondent à ses exigences. J'attends un signe de sécurité pour que ce cauchemar finisse. Je continue à leur crier dessus jusqu'à ce que ça s'arrête enfin. Les bruits, les incantations. Disparus. Les chaussons ont disparu. Je regarde par ma fenêtre, des jambes qui sprintent. La fille aînée court à la vitesse d'un athlète masculin. Mais ses jambes s'entrecroisent comme celles d'une acrobate de cirque. C'est vraiment n'importe quoi. Je la vois s'éloigner, rattrapant sa petite sœur, qui a dû donner l'ordre de partir pendant qu'elle s'attardait 1 minute ou 2 à aboyer, hurler et japper comme une néandertalienne. Je regarde la grande sœur retrouver sa petite sœur qui l'attend de l'autre côté de la route. Elle reste là, sans regarder ma maison, fixant droit devant elle de l'autre côté, comme si elles attendèrent quelque chose. Quelqu'un ? Et soudain, une grande silhouette maigre s'avance vers elle. De longues jambes et bras, des traits maigres et inhumains, avec la forme d'une femme, mais bien trop grande et maladroite, comme une de ces animations d'épouvantail dans un film de Tim Burton. Cette créature, ce monstre, les emmène au loin dans la nuit. Je n'ai pas quitté ma porte d'entrée de toute la nuit. Je n'ai pas dormi et j'ai à peine dormi depuis. Ma famille proche, ma petite amie et mes amis veulent me croire. Ils disent qu'ils ne penseront pas que je suis fou, mais j'ai l'impression qu'ils ne me croient pas vraiment. C'est vraiment tellement tordu, quoi que ce soit, qui qu'il soit, c'est réel. Ce sont comme des sous-humains qui essaient de nous prendre ou de les faire les rejoindre. Je ne sais pas ce que c'est. Ils créent cette énergie de peur et de terreur, comme rien que je n'ai jamais vécu. Je reste éveillé la nuit, terrifié à l'idée que lorsque j'ouvrirai les yeux, cette sœur aînée sera dehors, à ma fenêtre suspendue à un arbre, me souriant, aboyant, attendant que je sorte, que je quitte la maison. Je ne suis pas sorti depuis.
Mise à jour. Il y a quelques jours, j'ai pu quitter la maison à la demande de mes proches. Chaque heure qui passe, je me sens un peu plus en sécurité. Je sais que ça ressemble à quelque chose sorti d'un film d'horreur, mais c'est tellement tordu et c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. C'est arrivé il y a environ 15 ans quand mes filles étaient encore petites. Leur mère était décédée très récemment et le chagrin et la douleur touchaient encore chaque recoin de notre vie. Il est vraiment très difficile d'aller de l'avant quand on perd quelqu'un d'aussi proche. Mais je restais un père et chaque jour, je faisais de mon mieux pour garder mes 2 filles heureuses et faire en sorte que la vie continue normalement. Les filles allaient à un club après l'école. En tant que seul parent, j'avais besoin qu'elles restent tard pour pouvoir les récupérer après le travail et maintenir un équilibre depuis le départ de ma femme. C'est arrivé pendant l'hiver, c'était un jeudi ordinaire et j'arrivais juste à l'école. Je suis sorti de ma voiture et j'ai récupéré mes 2 filles. Pendant le trajet de retour à la maison, nous discutions un peu et je leur demandais comment s'était passée leur journée. À tous les parents qui ont des enfants, vous savez que la plupart du temps, ils répondent quelque chose comme «L'école était ennuyeuse» et quand vous posez l'autre question «Qu'as-tu appris?». Ils répondront très probablement «Rien», tout comme c'était le cas avec mes filles. Cependant, aujourd'hui, l'une d'elles a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Ma plus jeune Jeanne. Jeanne, qui a environ 6 ans à ce moment-là, dit qu'elle jouait dans la cour de récréation avec ses amis, quand il y avait 2 enfants qui n'étaient mais pas de l'école, c'est-à-dire de l'autre côté de la clôture, qui étaient censés être à l'école. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a répondu qu'il y avait ces 2 enfants, qui avaient environ 10 et 7 ans, qui regardaient simplement tous les autres enfants, portant de gros sweats à capuche gris et observant tous les enfants. Elle a dit que ça l'avait un peu inquiétée, et qu'elle était surtout énervée parce qu'elle pensait qu'ils devraient être à l'école. Parce que bien sûr, à 6 ans, d'autres enfants à l'école, ça ne veut dire que 2 choses. Premièrement, qu'ils sont en train de faire des bêtises, ou deuxièmement, que si eux ne sont pas à l'école, pourquoi elles devraient y être? Oh, maligne Jeanne. De toute façon, j'ai un peu balayé ça d'un revers de main, et je l'ai mis de côté dans ma tête sans vraiment y penser, en essayant de me concentrer davantage sur ce que j'allais préparer aux filles pour le dîner, et en me demandant s'il restait encore des restes du soir précédent. Nous arrivons dans l'allée, je ferme la barrière de devant et nous entrons. Les filles font leurs devoirs pendant que je commence à préparer le dîner. Après une soirée assez ordinaire à manger, vérifier les devoirs et regarder la télé, nous sommes tous assis sur le canapé, complètement épuisés. À ce moment-là, il est environ 21 h et j'ai honte d'admettre que je commençais à m'assoupir devant la télé. C'était une émission pour enfants que les filles voulaient regarder et elle avait réussi à m'endormir profondément. Les filles couraient partout et j'entends frapper, mais je suppose que ce n'est qu'elles qui jouent. Alors je ferme un peu les yeux et je me remets à l'aise sur le canapé. Après quelques minutes, il semble vraiment qu'elles parlent à quelqu'un. J'appuie sur un bouton de la télécommande et elle m'indique qu'il est déjà 22h15. Merde, ces filles ne devraient pas être au lit. J'éteins la télé, je me frotte les yeux et je commence lentement à me lever. C'est à ce moment-là que mes oreilles captent quelque chose. Près de la porte, les filles parlent à quelqu'un. Apparemment, quelqu'un veut entrer. Je me précipite vers la porte d'entrée parce que j'ai déjà dit à mes filles de ne jamais l'ouvrir à qui que ce soit et de toujours me demander. Pourquoi diable l'ont-elles fait cette fois-ci? Elles devraient m'en savoir mieux que ça. Je me précipite et je regarde vers le bas. Dieu merci, elle était toujours fermée. Mais à travers la fenêtre, il est très clair de voir que mes 2 filles parlent à ces 2 silhouettes encapuchonnées. Elles ne sont pas particulièrement grandes et j'ai tout de suite supposé qu'il s'agissait d'enfants. Je me suis senti très nerveux en restant là et j'ai demandé à mes filles ce qui se passait. Jeanne a vite réagi en disant « Ce sont les filles de l'école ». Je t'ai dit, papa, je leur demande pourquoi elles n'étaient pas à l'école, mais elles veulent juste entrer. C'est un peu bizarre, je trouve. Et puis Emma intervient.
Papa, j'ai peur. Ne les laisse pas entrer. Je dis à mes filles de monter, mettre leur pyjama et se préparer pour le lit. Je m'occupe du reste. Obéissantes, elles partent en courant. Je baisse les yeux et leur demande ce qu'elles veulent, hésitant à ouvrir. Pourquoi 2 enfants sont-ils réveillés à 7 heures sans leurs parents et errant dans les rues? Une partie de moi voulait ouvrir la porte, les inviter à entrer, les réchauffer et appeler leurs parents. Mais il y avait quelque chose de vraiment étrange dans toute cette situation. Je ne peux même pas décrire ce que c'était, mais il y avait en moi un sentiment palpable d'effroi. Quelque chose qui ne devrait pas être associé à 2 petits-enfants. Soudain, le plus grand des 2 prend la parole. « Excusez-moi, monsieur, nous devons entrer. Nous avons perdu notre maman et nous avons tellement froid. »« D'accord, je réponds. »« Eh bien, tu connais son numéro de téléphone ? Peut-être que je devrais la contacter et elle pourra venir te chercher rapidement. » Il y a une pause et un bref silence. C'est presque comme s'il ne m'avait même pas entendu. « S'il vous plaît, monsieur, nous devons entrer et appeler notre maman. »« D'accord, tu connais son numéro ? Je suis sûr qu'on peut résoudre ça. » Toujours pas de réponse. Toujours un silence étrange après que j'ai demandé son numéro. Ça commence à devenir vraiment louche. J'avais lu dans le journal que des gens mettaient ces paniers d'enfants au milieu de la route et les laissaient comme appât pour que des personnes sortent de leur voiture, puis se fassent attaquer ou enlever, ou au moins se fassent voler leur voiture. Je me suis demandé si c'était une situation similaire, où des enfants frappèrent aux portes au milieu de la nuit pour que des parents sans méfiance ouvrent leurs portes et deviennent ensuite la cible d'une attaque. Ça me donnait vraiment une sensation étrange et j'étais maintenant encore plus déterminé à ne pas ouvrir la porte. J'ai proposé aux 2 enfants à capuche, en dernier recours, de contourner et d'ouvrir la porte arrière pour s'asseoir sur la terrasse afin d'être en sécurité. Mais je ne voulais pas les laisser entrer, et ils ne pouvaient tout le faire qu'à la condition de me donner le numéro de leur mère, sinon je devrais appeler la police pour qu'ils soient emmenés au commissariat afin qu'on découvre où ils habitent. Quand j'ai dit ça, il y a eu de nouveau un silence. « S'il te plaît, Brian, nous devons entrer et utiliser ton téléphone. Nous avons froid. » La vitre de ma porte est complètement transparente. Pas une de ces vitres bizarres à travers lesquelles on ne voit pas bien. Et quand la plus grande des 2 me regarde dans les yeux, ses yeux sont d'un noir profond. Garde à l'esprit que nous avons une lumière de Porsche et il est très facile de voir qu'il n'y a pas de blanc dans ses yeux, pas de couleur, rien du tout. Juste deux puits d'obscurité infinie qui me fixent. Je commence à paniquer, c'est surnaturel. Ce n'est pas normal. Je commence à bégayer et je dis aux 2 enfants encapuchonnés que je suis désolé de ne pas avoir pu les aider et de tenter une autre porte. Je ferme rapidement le store de la fenêtre de notre porte et je m'éloigne. Je monte voir mes filles à l'étage. Elles sont toutes les 2 au lit, essayant de s'endormir, mais elles n'y arrivent pas. Tout comme moi, les coups frappés à la porte et l'appel de mon nom deviennent vraiment glaçants. Ma chambre est située de façon à ce que je puisse voir directement le porche par la fenêtre. Et les voilà, tous les 2, en train de me regarder droit dans les yeux. Je trouve ça complètement fou. Et j'appelle la police en leur disant qu'il y a 2 enfants qui ont été déposés, laissés ou abandonnés, ou quelque chose comme ça, et que quelqu'un doit venir les récupérer. La personne au téléphone me demande si c'est une blague. Et quand je lui dis que non, elle me répond que quelqu'un devrait arriver bientôt. En à peine 20 minutes, les sirènes descendèrent déjà la route. Je n'ai pas arrêté de regarder les 2 silhouettes encapuchonnées par intermittence pendant ce temps. Quand j'ai entendu les sirènes, ont-ils commencé à partir ? La police est arrivée chez moi et je les ai vus s'éloigner au loin. J'ai couru dans les escaliers et montré la direction qu'ils avaient prise. La police s'est rapidement lancée à leur poursuite, mais n'a jamais retrouvé les 2 silhouettes cagoulées. Ils m'ont demandé si je plaisantais ou non, car ils n'étaient pas vraiment sûrs qu'il s'agissait d'un appel sérieux. Et c'est à ce moment-là que mon plus jeune descend les escaliers et dit « Non, monsieur l'agent, papa dit la vérité. Je les ai vus devant les grilles de l'école.
puis ils sont venus chez moi. Ce petit détail a vraiment interpellé l'agent, car il a dit que ça avait l'air extrêmement louche. Il a patrouillé dans le quartier et nous a assuré qu'ils allaient surveiller pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas, et que si jamais ils revenaient, il fallait appeler tout de suite et ne jamais ouvrir la porte. À ce jour, je ne sais toujours pas s'il s'agissait d'un événement paranormal ou inexplicable, ou peut-être d'un plan sinistre de la part de leurs parents pour cambrioler la maison, ou pire, pour m'enlever moi ou mes filles. Honnêtement, je ne sais pas quoi croire. Ce n'est que des années plus tard que j'ai entendu parler d'autres personnes qui avaient rencontré des enfants aux yeux complètement noirs, et cela m'a fait me demander s'ils étaient peut-être quelque chose d'un peu plus surnaturel que ce que j'avais imaginé au départ. Néanmoins, je n'ai vraiment pas envie de les revoir un jour. J'ai entendu des histoires surtout sur les enfants aux yeux noirs ces dernières années. Certaines d'entre elles sont carrément effrayantes. Je suis une personne sensible. Je fais de mon mieux pour rester conscient et concentré. Donc quand ou si je suis en danger ou que mes proches le sont, mon intuition passe en alerte rouge. Cela étant dit, j'aimerais partager quelque chose d'intéressant. Lors du dernier réveillon du Nouvel An, mon fils, moi-même et ma fiancée avons passé une soirée tranquille à la maison. Nous avons regardé des films, préparé le dîner, et mon fils est allé se coucher assez tôt, puisqu'il n'avait que 5 ans. Pas de fête déchaînée. Nous faisions un marathon Netflix en riant et en discutant dans la chambre principale, bien après minuit. À ce moment-là, il y a eu un coup frappé à notre porte d'entrée, à la fois assuré et inquiétant. Nous vivons à la campagne. C'est un endroit assez isolé et tous nos voisins étaient plutôt sympathiques. Mais ils n'auraient pas frappé aussi tard, car cela aurait été considéré comme impoli. Notre Jeep était garé dans le garage, donc ça ne pouvait pas être lié à une voiture qui aurait laissé ses phares allumés ou quelque chose comme ça. J'écoute ça, parce que c'est déjà arrivé une fois. Les clés de la Jeep dans la maison étaient bien accrochées à leur place. Le bon moment que nous passions s'est rapidement transformé en un étrange sentiment de confusion, accompagné d'une terreur inhabituelle. C'était vraiment étrange. Nous ne sommes pas des personnes peureuses. Nous avons vérifié simultanément nos smartphones pour voir si quelqu'un passait à l'improviste. Rien. À part quelques vœux d'amis parce que c'était le réveillon du Nouvel An et tout ça. Je me suis levé pour m'étirer et ma fiancée s'est assurée que je n'allais pas ouvrir la porte. Bien sûr que non, j'ai répondu. Nous avons ri, un peu mal à l'aise. Je lui ai lancé en plaisantant, parce que c'est toi qui vas le faire. Je l'ai taquiné. Il a d'abord fait la moue, puis a souri, sachant qu'il devait le faire. Pourquoi étions-nous si tendus ? Nous avons tous noté à quel point les coups frappés et l'heure tardive nous mettaient mal à l'aise. En fait, nous n'avons pas bougé de la chambre principale. Personne n'avait envie de vérifier la porte et nous pensions que peu importe qui c'était, il s'était trompé de maison. Puis un autre coup à la porte. Nous commencions à nous agiter et ce sentiment étrange de terreur était revenu plus fort que jamais. Je n'ai jamais ressenti cela à propos de quelqu'un qui frappe à la porte auparavant, ni jamais eu peur d'aller ouvrir. C'était vraiment étrange. Je vais vous donner une image plus claire. Bon quartier. L'ampoule de notre Porsche devait être remplacée, donc il faisait super sombre dehors. Je trouvais ça vraiment bizarre que quelqu'un reste là, dehors, dans l'obscurité totale, à frapper comme ça pendant 3 minutes. J'en ai parlé à mon fiancé. Le Judas nous trahirait si on jetait un coup d'œil, puisque toutes les lumières de la maison étaient allumées. Nous n'avons pas osé vérifier. Pourquoi ? Ce sentiment insensé de peur était paralysant. Cela faisait que 2 adultes, parfaitement capables de se défendre, étaient essentiellement terrifiés après 2 coups frappés à la porte d'entrée tard dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Cela a pris environ une demi-heure, mais j'ai fini par me sentir beaucoup mieux. Je n'avais plus peur et j'ai eu l'impression que qui que ce soit, il était parti. J'ai vérifié l'avant de la maison par la fenêtre de la cuisine. Pas de voiture, pas de voisins, pas de fête. Juste le son calme des grillons. J'ai ouvert la porte d'entrée après avoir écouté attentivement pour être absolument certain que personne ne me surprendrait.
comme un ex-petit ami ivre évanoui sur le perron ou quelque chose d'aussi hilarant. Satisfait, j'ai ouvert la porte d'entrée. C'était calme. En fait, c'était trop calme. Aucun bruit du tout. C'est étrange. J'ai tout de suite eu l'impression d'être observé. Mais d'où? Qui? Quoi? J'ai eu des frissons et j'ai fermé la porte, puis j'ai activé l'alarme. Je me suis dit que s'il revenait, on pourrait appeler la police pour signaler une activité suspecte. Cependant, il m'est alors venu à l'esprit que nous n'arriverions pas à les joindre. Après tout, c'était la veille du Nouvel An. Génial, non? Même pour moi, ça donne l'impression que je suis trop paranoïaque et que je m'effraie sans raison. Je penserais la même chose si ça ne m'était pas arrivé. Quand le deuxième coup a retenti, pendant une fraction de seconde, j'ai pensé « Oh merde, et si ?» en pensant aux histoires d'enfants aux yeux noirs que j'avais lues. C'est surtout la peur insensée et remarquable que nous avons ressentie qui m'a mis la puce à l'oreille. Mon fils a dormi pendant tout ça. Non, je n'ai pas partagé cette révélation avec ma fiancée à ce moment-là. Trop terrifiés, nous n'osions pas faire de bruit. Il reste très sceptique. Il ne sait rien sur les BEK et je n'étais pas prêt à en parler à ce moment-là. Il a dit qu'il n'ouvrirait la porte pour rien au monde, et j'ai trouvé sa réaction étrange. Surtout qu'il ne connaissait aucune des histoires. Pendant toute cette épreuve, la sonnette n'a pas été utilisée du tout. Ce qui est étrange, c'est que la seule lumière dans le porche aurait été le bouton illuminé de la sonnette d'entrée. Pourquoi la sonnette n'a-t-elle pas été actionnée ? Il n'y a pas de lumière dans le porche. L'ampoule était de grillée. Elle était à une hauteur qui nécessitait une échelle pour l'atteindre. Pendant les vacances chargées, nous n'avions pas encore eu le temps de remplacer l'ampoule. C'était sur notre liste de choses à faire. Après cette expérience, c'est devenu la priorité sur notre liste. Il était très tard dans la nuit, et j'habite ici depuis 8 ans. Par exemple, la seule fois où quelqu'un a frappé à notre porte très tard dans la nuit, c'était un voisin sympathique qui venait nous prévenir il y a plusieurs mois que j'avais laissé la porte de mon camion ouverte après avoir déchargé les courses. Il s'est présenté en frappant, en disant qui il était et pourquoi il était là, avant même que nous n'atteignions la porte. Nous lui étions reconnaissants pour son attention, et c'était la seule fois que cela arrivait. C'est un bon quartier après tout. Ce qui est intéressant, c'est que, avec mes connaissances précédentes sur les enfants aux yeux noirs, cela m'est venu à l'esprit pendant cette expérience, alors je suis resté sur place. Il n'était pas question que j'aille voir qui était là, juste pour en être certain. Il est plus important d'exprimer que la peur immense que j'ai ressentie était paralysante. J'ai vraiment de la compassion pour tous ceux qui ont le malheur de croiser un enfant aux yeux noirs. Si ce n'était pas ça qui était sur le porche, alors c'était quelque chose d'aussi terrible. Il est aussi important de partager ce détail. Je ne suis pas quelqu'un qui a normalement peur de grand-chose. Honnêtement, il y a du danger dans à peu près tout. Cependant, cela ne m'empêche pas de vivre mes aventures quotidiennes et je préfère profiter de la vie plutôt que de vivre dans la peur. Je suis une femme débrouillarde qui est toujours consciente de son environnement et je suis aussi une survivante d'une intrusion à domicile. Fait intéressant, lorsque quelqu'un a essayé de me cambrioler quelques années auparavant, il a été découvert dans ma cuisine alors que je prenais rapidement un verre d'eau avant d'aller me coucher. Nous n'étions même pas rentrés chez nous depuis 2 minutes. Je gardais une carafe filtrante dans le réfrigérateur pour avoir de l'eau filtrée bien fraîche. Quand j'ai ouvert le réfrigérateur, la lumière a suffisamment éclairé la cuisine pour que je voie l'homme debout dans le coin de la cuisine. Aussi troublant que cela ait été, je n'avais pas peur. Mon instinct de combat a pris le dessus sur celui de la fuite. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder l'homme droit dans les yeux et dire « Sors d'ici ». Je me suis avancé vers lui avec détermination et il s'est enfui. Je n'ai pas été blessé. Il s'est enfui de la maison. Mon petit ami de l'époque, c'était quelqu'un que je fréquentais il y a quelques années, était stupéfait par mon courage. J'avais été formé à l'autodéfense, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant des années. Voilà donc pourquoi. Parfois, des personnes en difficulté prennent des mesures désespérées pour voler, comme ici où quelqu'un tentait de cambrioler une maison qu'il croyait vide. Je les ai surpris et ils se sont enfuis. Fort de cette expérience, mes instincts étaient en alerte totale.
C'était tellement terrifiant que j'ai voulu partager cela avec la communauté, afin d'avertir les autres de manière utile. Si quelqu'un ou quelque chose frappe tard dans la nuit, et que cela s'accompagne d'un sentiment similaire de terreur écrasante, faites simplement confiance à votre instinct. N'approchez pas de la porte. Je n'ai pas pu le faire non plus, quoi qu'il arrive. Ce sentiment d'effroi était si intense, nos instincts sont là pour nous protéger. Alors fais confiance à ce sentiment. Il est là pour te protéger. Ne doute pas de toi-même. Nous avons installé une caméra de sécurité et réparé la lumière du porche. C'était l'été 1986, je venais d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires. Je vivais à Vancouver, en Colombie-Britannique, et ma petite amie et moi avons passé l'après-midi à la plage de Kitsilano à bronzer. Elle a dû partir tôt pour aller travailler, alors je suis resté seul sur la plage. Il était environ 16 heures et j'avais faim. Je suis monté de la plage vers une zone appelée Spanish Banks. Il y avait une buvette là-bas et il y avait une longue file d'attente. C'était l'Expo 86, donc on avait énormément de touristes cet été-là, et la plage était bondée. J'ai passé ma commande, mais on m'a dit qu'il faudrait attendre 15 à 20 minutes pour avoir ma nourriture. Je me suis installé sur un banc et j'ai commencé à attendre. Pour une raison quelconque, j'ai regardé de l'autre côté de la rue. Le stand de restauration est adjacent à la route, une route étroite à 2 voies. Ce n'est pas l'idéal pour la circulation vers la plage, et de l'autre côté de la route se trouve une forêt appelée les terres de dotation de l'UBC rattachée à l'université. Il y avait un gars qui descendait à travers la forêt, qui était aussi une colline escarpée. Il n'y avait pas de trottoir en bas, et c'était un endroit vraiment dangereux pour essayer de traverser la rue. Non seulement cela, mais c'était aussi un endroit étrange d'où sortir. Imaginez une colline escarpée couverte de buissons et d'arbres descendant jusqu'à un trottoir, puis une rue animée. La seconde où j'ai vu ce type, alors que j'étais loin au stand de confiserie, j'ai ressenti cette peur viscérale dont tout le monde parle, même s'il était loin. Je pouvais voir qu'il souriait méchamment, les yeux rivés sur moi. Il a traversé la rue en souriant, et à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture, donc il a traversé facilement. Il est venu directement vers moi et est allé s'asseoir sur un banc en face de moi. Je ne suis pas très bon avec les distances, mais j'estime que ça devait être entre 3 et 5 mètres. Il était autochtone, un peu plus âgé que moi, peut-être 19 ou 20 ans. Il avait les cheveux mi-longs et portait un t-shirt blanc avec une chemise en flanelle rouge par-dessus, ouverte. Il portait un jean. Je ne me souviens plus de ses chaussures, des baskets de quelque sorte. Il était plutôt séduisant, mais totalement maléfique. Malveillant, c'est le mot qui me revenait sans cesse à l'esprit. Maintenant, ses yeux, ils étaient noirs, on ne voyait pas de blanc. Mais ils n'étaient mortement pas brillants comme dans tous les autres récits que j'ai lus. Les siens étaient ternes. La façon dont je l'ai décrit plus tard à mon petit ami, c'est qu'il ressemblait à du plastique noir rayé. Ils m'ont donné la même impression que lorsque vous regardez dans un microscope ou des jumelles, et que vous pouvez voir vos propres cils écrasés contre la lentille. Et c'est presque comme une araignée. Ses yeux et tout chez lui m'ont effrayé comme rien d'autre auparavant. Il était assis là, en train de me sourire. Il savait que j'étais terrifié et je savais que je devais faire semblant de ne pas l'être. Je me sentais totalement seul, même s'il y avait plein de gens autour. Personne d'autre ne semblait remarquer quoi que ce soit d'anormal. J'avais l'impression que savoir que cette personne existait me faisait détester être en vie. Le monde ne serait jamais sûr si des êtres comme lui existaient. Je suis resté là à agir totalement normalement à l'extérieur en essayant de garder mon calme, parce que cela me semblait essentiel à ma survie. Je n'avais aucune idée de ce que cette chose allait faire, mais j'avais l'impression que ma vie était en danger. Ma nourriture était prête à être récupérée. Je l'ai prise, puis je suis allé vers la cabine téléphonique et je lui ai tourné le dos pendant que j'appelais mon petit ami. Je lui ai dit de venir au Spanish Banks parce qu'il y avait un type vraiment effrayant ici et que je ne savais pas comment m'en sortir. Après que mon petit ami ait raccroché, je suis resté dans la cabine à faire semblant de parler. J'ai dû raccrocher à un moment, peut-être que quelqu'un voulait le téléphone.
et je me suis rassis sur le banc et il est resté là, en souriant. 1 minute ou 2 avant que mon petit ami n'arrive, il s'est levé et il est reparti en flânant sur la plage. Quand il est arrivé, il a voulu aller après lui. Je lui ai attrapé le bras et je lui ai dit qu'on devait partir d'ici tout de suite. Je n'ai pas su l'expliquer à mon petit ami. À quel point cette expérience était terrifiante. Je n'arrive toujours pas à l'expliquer correctement. C'était plus effrayant que n'importe quel meurtrier. C'était comme si cette chose pouvait te faire quelque chose. Ça ne se contenterait pas de mettre fin à ta vie. Ça ferait quelque chose qui détruirait ou tourmenterait ton âme pour toujours. J'ai eu quelques autres expériences qui sont un peu liées à ça, même si elles sont différentes. Aujourd'hui était un jour comme les autres. Je me suis réveillé à midi, j'ai pris une douche et je me suis habillé. Puis j'ai rangé ma chambre. Ma mère était partie faire des courses et mon père était sur un terrain que nous possédions en train de débroussailler. Ma petite sœur était à l'école. Aujourd'hui, elle avait un concert de chorale, alors je cherchais quelque chose de joli à porter. La journée m'a semblé inhabituellement longue. C'est presque comme si j'attendais quelque chose. Je me sentais nerveux mais paisible. Ma mère est rentrée, alors nous avons promené notre chien en parlant comme d'habitude. Elle m'a dit que faire les courses était triste sans moi. J'ai passé une mauvaise journée hier, alors elle voulait me laisser dormir. J'ai passé mon bras autour de ma mère et je l'ai serré dans mes bras en souriant. Nous avons parlé de mes peurs concernant l'université que je commencerai en août. Nous avons évoqué ce que nous attendons avec impatience pour les vacances. Nous avons parlé des choses qui nous rendent tristes, de ce qui nous remonte le moral, des chansons qu'on aime, des vieux musiciens, et à quel point Stephen Tyler ressemble à Mick Jagger, et on a bien ri à ce sujet. Je n'arrivais pas à me débarrasser de mon anxiété. Quelques heures s'étaient écoulées, et ma sœur était de rentrer à la maison. Nous étions dans sa chambre pour que je l'aide à choisir sa tenue. J'ai finalement trouvé un joli haut blanc et un pantalon habillé en soie. Elle s'est habillée et est partie pour son concert. Je me sentais stressé, alors j'ai décidé de rester pour prendre une douche avant de partir. J'étais debout sous la douche, l'eau chaude frappant mon dos et la vapeur détendant tout mon corps. Je sortais de la douche quand j'ai soudainement été envahi par un sentiment écrasant d'effroi et d'inquiétude. Je me sentais étourdi et désorienté. J'ai essayé de chasser ce sentiment, alors je me suis séché les cheveux et j'ai mis ma robe. J'ai entendu frapper à la porte d'entrée, mais j'ai ressenti une terreur absolue. Je ne voulais pas descendre et je ne voulais pas ouvrir la porte. Mon chien s'est mis à grogner, aboyer et gratter la porte. Allô ? J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. À ce moment-là, j'étais obligé. Je suis descendu en courant et j'ai ouvert la porte. J'ai laissé la porte moustiquaire fermée et je l'ai verrouillée, donc j'ai pu parler à travers la scène suivante. C'était une fille d'environ 13 ans, avec de longs cheveux blonds, portant un sweat à capuche bleu vif et un jean déchiré. À côté d'elle se trouvait une autre petite fille d'environ 6 ou 7 ans. Elle avait de courts cheveux blonds, un peu au-dessus des épaules, et portait une robe rose avec des fleurs dessus. Toutes deux regardaient envers le bas, donc je ne pouvais pas voir leur visage. Bonjour, je peux vous aider, les filles ? Nous avons besoin d'utiliser votre téléphone. Nous ne sommes pas d'ici, et nous avons perdu notre mère. Elle est inquiète. La fille aînée marmonna en regardant toujours vers le bas. Je me sentais obligé de les laisser entrer, mais je n'étais pas prêt à risquer quoi que ce soit avec ce sentiment horrible que j'avais. J'avais entendu tellement d'histoires sur les enfants aux yeux noirs, et j'avais beaucoup fait de recherches à ce sujet. Ces histoires m'avaient rendu terriblement curieux et m'intriguaient énormément. J'en sais trop sur eux pour nier ce qui se passe. Tu peux utiliser mon téléphone portable, mais tu ne peux pas entrer. On a été dehors toute la journée, maman. S'il te plaît, on a froid. Il faisait plus chaud aujourd'hui. Il faisait autour de 15 degrés en Fahrenheit, comparé à ce qu'il faisait avant. Je ne peux pas te laisser entrer. Si tu as besoin d'appeler ta mère, je peux te prêter mon portable. C'est tout. Alors je suis sorti sur le porche sans savoir à quoi m'attendre. J'ai remarqué que la fille plus âgée devenait plus tendue, comme si elle commençait à s'énerver. « S'il vous plaît, maman, nous sommes très fatigués et nous devons appeler notre maman. »
Son ton était devenu plus agressif. C'était déstabilisant. Regarde-moi. Quoi? Non. Nous devons utiliser ton téléphone. J'ai dit, regarde-moi. Si je ne peux pas te regarder dans les yeux, je ne te laisserai pas entrer. Ils m'ont tous les deux regardé. Ils avaient de grands yeux noirs, morts. J'ai eu l'impression que mon âme était aspirée dans leurs yeux. Mon cœur s'est serré. C'étaient les choses dont j'avais lu. Les enfants sans âme et violence se tenaient devant moi. Je me sentais obligé de dire oui et j'avais presque mauvaise conscience d'avoir été si agressif dans ma réponse. Mais je savais ce qu'ils étaient. Je ne peux pas laisser ma compassion l'emporter sur mon bon sens. Qui êtes-vous? Je connais ses yeux. Qui êtes-vous, les enfants? Que voulez-vous? Elle ne dit rien. Elle pencha la tête et me fixa droit dans les yeux. C'était presque hypnotique. C'est une sensation que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Ils se sont regardés et ont souri. Madame, nous sommes deux filles qui doivent appeler leur mère inquiète, s'il vous plaît. C'est la dernière fois que je demande, gentiment. Elle gardait ce sourire tordu sur son visage et me lançait juste un regard noir. Je me suis reculé vers la porte, je l'ai ouverte et je l'ai claquée au nez. J'ai verrouillé la porte, puis vérifié, paniqué, que toutes les fenêtres et portes étaient bien fermées. J'ai entendu frapper à la fenêtre. Je me suis plaqué contre un mur et j'ai juste assez regardé par-dessus pour qu'ils ne puissent pas me voir. Mais je pouvais les voir. J'ai rampé sur le sol jusqu'à une autre pièce. Ils sont ensuite venus de ce côté de ma maison et ont commencé à frapper aux fenêtres de la pièce où je me trouvais. C'est comme s'ils pouvaient me voir, peu importe à quel point j'essayais de me cacher. Pris de panique, j'ai appelé la police. C'est la fille de Carlyle. J'ai besoin d'aide. Il y a des filles qui frappent à mes fenêtres et elles ne veulent pas partir. Je leur ai dit que je ne pouvais pas les laisser entrer. S'il vous plaît, venez, j'ai peur. Mon père est très ami avec beaucoup de policiers, donc ils me connaissent par le nom de mon père. Mon chien aboyait toujours furieusement. Honnêtement, j'avais même oublié qu'il était là. Ces aboiements m'ont ramené à la réalité. Les flics sont vite arrivés et ont dit aux filles de partir. Elles sont vraiment parties. Je ne savais pas quoi en penser. Je n'ai jamais entendu parler d'elles qui partaient, simplement. Peut-être qu'elles ont leur propre peur, les flics étant l'une d'elles. Les flics avaient l'air choqués quand ils ont commencé à parler aux filles, mais ils ont fini par les faire partir. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment en retard au concert de ma sœur et, paniqué, j'ai attrapé mes chaussures et tout le reste, puis j'ai conduit jusqu'à l'école. Sur une note positive, le concert était génial. Le cœur sonnait magnifiquement et j'étais terrifié à l'idée de rentrer à la maison après. Avec raison, bien sûr. Je n'arrive vraiment pas à comprendre mon expérience. Mais laissez-moi vous dire, si jamais vous tombez sur ces enfants, vous regretterez d'avoir ouvert la porte. Quoi que vous fassiez, ne les regardez pas dans les yeux. On dirait qu'ils ont une sorte de pouvoir hypnotisant. Vous serez étourdi et malade, et vous n'oublierez jamais cette rencontre. Avec ces enfants inhumains, il y a quelques années, j'ai eu une rencontre avec les entités connues sous le nom d'enfants aux yeux noirs. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les enfants aux yeux noirs sont des êtres qui errent la nuit. Ils frappent aux portes et essaient d'entrer chez vous. Quand vous les regardez bien, ils semblent venir d'une autre époque. Puis, vous voyez leur visage. Ils n'ont pas d'yeux. Ou plutôt, leurs yeux sont si noirs qu'on dirait qu'ils ne sont même pas là. Toute rencontre avec eux se traduit par la nuit la plus terrifiante de la vie de la plupart des gens. Cependant, ma rencontre avec eux n'est tout simplement pas à la hauteur. Pour info, j'avais 17 ans à ce moment-là. Au moment où j'écris ceci, j'ai 19 ans, presque 20, et je travaillais dans un parc aquatique couvert qui pouvait être appelé la Flaque. J'étais maître nageur, et j'étais le dernier à rentrer chez moi tard un soir. J'étais trempé et j'avais froid, même s'il faisait environ 27 degrés dehors. Je suis monté dans ma voiture et je l'ai verrouillée, puis j'ai sorti mon téléphone pour écouter de la musique. J'ai lu quelques messages et je me suis laissé distraire, puis soudain, quelqu'un a frappé à ma fenêtre. J'ai levé les yeux et j'ai vu deux gamins qui me fixaient. J'ai baissé la vitre juste assez pour bien les entendre. « Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous êtes perdus ?» J'ai demandé d'un ton poli. Ils n'ont pas vraiment répondu. Ils n'ont pas bougé du tout.
Finalement, le plus petit des enfants a parlé, et quand il l'a fait, mon cœur s'est serré. La voix qui est sortie de cet enfant. La bouche était plus profonde que la mienne. C'était si profond qu'on aurait dit que Satan lui-même me parlait. Nous avons seulement besoin d'un trajet pour rentrer. Pouvez-vous nous laisser rentrer et nous y conduire ? Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par la peur. Allez, monsieur. Ouvre juste la porte, il a exigé en frappant de nouveau. Alors qu'il frappait, les phares d'une voiture ont illuminé leur visage. Ils avaient un des vides à la place de leurs yeux. Quand ils ont vu mon regard d'horreur, ils ont souri et ont commencé à frapper si fort sur ma fenêtre que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je n'arrêtais pas d'essayer de démarrer ma voiture, mais elle ne voulait pas. Finalement, l'une des femmes de ménage de l'hôtel autour duquel la flaque s'était formée est sortie pour jeter les ordures, et je l'ai entendue marcher et je suis allé la prévenir à propos des enfants. Quand j'ai levé les yeux, ils avaient disparu. Maintenant, cela aurait pu être une hallucination provoquée par le stress que j'ai subi, mais pour moi c'était très réel. Quoi qu'il en soit, ma voiture a fini par démarrer et je suis rentré chez moi en un temps record. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la chose la plus effrayante qui me soit arrivée, mais c'est dans le haut du classement. Espérons simplement qu'il ne me retrouve pas. J'avais l'habitude de faire des enquêtes sur les fantômes avec une fondation de recherche paranormale, donc j'étais habitué à aller dans des endroits sombres et à essayer de trouver des explications rationnelles. Les histoires sur les enfants aux yeux noirs m'intriguaient, et je me sentais toujours un peu mal à l'aise en pensant qu'ils étaient réels. Ce que cela pourrait signifier. Donc un collègue et moi discutions de sujets paranormaux, et j'ai pensé au Békès. Ce gars était un peu crédule et il a été un peu effrayé par certaines des histoires de mes aventures d'enquête. Je lui ai dit que je voulais lui parler du sujet. Mais si je ne le faisais pas, il pourrait devenir une cible de ces forces obscures et devrait accepter avant que je lui dise quoi que ce soit, pour atténuer ma culpabilité si quelque chose d'étrange arrivait. Il a accepté. Je lui ai parlé des BEK et de quelques histoires que j'avais lues au cours des années précédentes, puis j'ai un peu enjolivé en disant « Maintenant que je t'en ai parlé, tu recevras une sorte de visite dans les 3 jours ». Il a pris ça à la légère et il ne m'a pas vraiment cru, même si j'ai vu une nervosité sur son visage. 2 jours sont passés, puis le 3e jour, je lui ai dit « Aujourd'hui, c'est le jour », et il avait en fait complètement oublié tout ça. On en a ri un peu en faisant des bruits d'harceux de fantômes effrayants. Ouh. Donc je rentre à la maison, je fais quelques tâches ménagères, puis je monte à l'étage pour faire un peu d'exercice. J'étais simplement sur le tapis de course à ce moment-là, et je regardais Friends en rafale sur Netflix. L'épisode était presque terminé et la télé s'est éteinte en fondu au noir, et j'ai pensé que c'était peut-être une coupure de courant, ou que la télé était tombée en panne quand j'ai entendu le rire le plus sinistre d'un enfant qui s'est transformé en un rire aigu et démoniaque, un peu moitié-moitié. Sur l'écran de ma télé, il y avait la photo d'un gamin roux, avec des taches de rousseur, âgé d'environ 10 à 12 ans avec des yeux entièrement noirs. L'image était un peu zoomée et inclinée légèrement comme si on avait penché la tête sur le côté. Elle était restée là, et j'ai sauté du tapis de course sur les côtés de l'appareil et je l'ai fixé, la bouche grande ouverte. Le rire a de nouveau gloussé, puis il s'est estompé et Friends est revenu à l'écran et le générique de fin allait commencer, reprenant là où ça s'était arrêté. Tout cela s'est passé en environ 30 secondes, je n'ai pas pu dormir. J'y ai beaucoup repensé, me disant que j'avais en quelque sorte rencontré les enfants aux yeux noirs, mais pas en personne. Je n'entendais que ce rire démoniaque dans ma tête, en boucle, et cela m'a vraiment fait peur. J'en ai parlé à mon collègue et il a alors pensé que j'inventais tout ça. J'ai fouillé sur internet pour trouver une photo qui ressemblait exactement à ce que j'avais vu, et même si mes compétences en retouche photo sont limitées, j'ai réussi à la recréer. Nous étions tous les deux vraiment effrayés. Quand j'étais enfant, je faisais toujours ces rêves d'enfant aux yeux noirs qui frappaient à ma porte d'entrée en demandant à utiliser mon téléphone. Au début, ils étaient plutôt polis, mais à mesure que les rêves devenaient plus fréquents, ils devenaient très insistants à ce sujet.
Il y avait des choses dans mes rêves qui m'ont toujours intrigué. La voiture de mon père était garée à un endroit différent de d'habitude. Elle n'y était pas du tout, ou alors elle était là où elle ne devrait pas être. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me réveiller et à ouvrir la porte pour les laisser entrer. Et où que se trouvait la voiture de mon père dans le rêve, elle s'y trouvait réellement. Je m'endormais toujours avant qu'il ne rentre à la maison, donc je n'avais aucun moyen de savoir s'il était vraiment rentré du travail ou non, encore moins où sa voiture était égarée exactement. C'est à peu près là que ça s'arrêtait enfant. J'avais juste ces rêves vraiment vifs, et je me souviens toujours d'avoir ressenti un malaise dans cette maison. Avance rapide d'environ 15 ans plus tard, et je fais à nouveau ces mêmes rêves, sauf qu'ils n'approchent plus de la maison et restent juste dans mon jardin, à ma fenêtre de chambre. Ils posent donc les questions habituelles, s'ils peuvent entrer, s'ils peuvent utiliser le téléphone, et c'est toujours la même histoire où ma mère doit savoir où ils sont, et ce sont les mêmes enfants que dans mes rêves d'enfance. Ça finit toujours par dire « bientôt », puis ils disparaissent. Ce soir, je commence à me sentir très mal à l'aise, comme si quelqu'un m'observait en allant au travail, ce qui est étrange car je vis dans un quartier agréable et n'ai jamais ressenti ça. Eh bien, alors que j'avance un peu plus loin sur la route, je fais une véritable crise de panique, sans raison, et je vois ce gamin debout sur le pont, un peu plus bas que ma maison, dans le noir complet, alors que j'utilisais mon téléphone comme lampe de poche. Je m'approche, il me demande d'utiliser mon téléphone. Je saute alors sur ma planche à roulettes et pars vite. Je l'entends dire à nouveau, fort, qu'on ne mentait pas, puis il disparaît soudainement. Immédiatement, mon malaise disparaît et ma crise de panique s'arrête. Est-ce que ces esprits, ou quoi qu'ils soient, s'attachent parfois aux gens? Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu tout ça. Je pensais que c'était fini, mais apparemment non. J'ai fait une rencontre vraiment étrange la nuit dernière. J'ai commandé un yaourt glacé sur Postmates, qui est un service de livraison de nourriture, vers 22h45. Vers 23h20, j'ai reçu une notification indiquant que le livreur était proche. Ma copine et moi sommes restés sur le trottoir à attendre notre nourriture. J'ai été immédiatement surpris de voir que mon livreur conduisait une Jaguar toute neuve. Je n'ai jamais vu un livreur Postmates dans une voiture aussi chère, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'en ont probablement jamais vu non plus. Le chauffeur avait aussi un jeune homme apparemment normal, comme passager. Quand le chauffeur est sorti, il bougeait de façon étrangement lente et ses yeux étaient entièrement noirs. C'était comme si ses pupilles s'étaient dilatées au point de recouvrir toute la partie visible de ses globes oculaires. Le pire, cependant, c'est que tout ce que ce type faisait était terriblement effrayant. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi inquiétant. Quand il est sorti de la voiture, il a dit quelque chose comme « J'étais dans le quartier et j'ai pensé m'arrêter ». Cette remarque n'avait aucun sens, parce que je venais tout juste de lui commander à manger. En plus, le gars a mis mon yaourt glacé dans le coffre. Rappelez-vous que l'article est assez petit pour tenir dans un porte-gobelet. Alors pourquoi l'aurait-il mis dans le coffre alors qu'il pouvait facilement le garder à côté de lui? Puis il a cherché lentement mon yaourt dans le coffre. Ma petite amie a dit qu'il s'est arrêté, a levé les yeux et l'a fixé avec ce qu'elle a décrit comme un sourire extrêmement inquiétant pendant un long moment. À ce moment-là, je regardais ailleurs parce que je trouvais juste ce type bizarre et je voulais limiter au maximum mes interactions avec lui. J'ai attribué son côté inquiétant au fait qu'il était socialement maladroit et ses yeux à un problème médical. Cependant, ma copine était absolument terrifiée et m'a parlé de ces personnes aux yeux noirs dont elle avait entendu parler. Je ne sais pas quel était son problème, mais je préférerais ne plus jamais le revoir, ni voir quelqu'un comme lui. J'ai 3 histoires de mes propres amis qui ont eu des interactions avec ces êtres. Premièrement, à Eugene dans l'Oregon, mon ami Amy m'a parlé de son interaction avec un BEK, et c'est incroyable parce que le BEK avait la peau noire. C'est le seul exemple que j'ai jamais vu de ce cas. Donc cet être a frappé à sa porte tard dans la nuit et a simplement demandé de l'eau. Amy lui a apporté de l'eau et un verre.
L'être a bu, a posé le verre et est parti dans la nuit. Bien sûr, avec des yeux tout noirs. Deuxièmement, mon ami à grande passe, dans l'Oregon David, a vécu une expérience classique dans une voiture lorsque deux jeunes garçons aux yeux noirs ont frappé aux vitres et voulaient entrer. Il a simplement été terrifié, a verrouillé les portes et est parti en voiture. Maintenant, la troisième histoire concerne ma tante Rosie à Medford, dans l'Oregon. Un jour, elle entend frapper à la porte et ce sont deux petites filles habillées comme dans la petite maison dans la prairie, avec une poussette ancienne contenant des poupées. Ma tante Rosie a demandé aux filles si elles allaient bien et elles ont demandé de l'eau à boire. Ma tante Rosie a demandé si elles voulaient entrer. Elles ont dit non. Est-ce qu'elles pouvaient juste avoir un peu d'eau à boire ? Elle va à l'arrière, prend 2 bouteilles d'eau dans le réfrigérateur, revient, leur donne les bouteilles d'eau, et les filles se mettent à les boire goulûment comme des loups affamés. Ma tante se détourne de la poussette pour regarder là où elles somnolaient, sur les poupées, les voit faire cela et leur dit qu'elles peuvent simplement emporter l'eau avec elles. Et cela surprend beaucoup les filles. Elles ont dit d'accord et sont reparties en flânant le long de l'allée. Ma tante ferme la porte puis pense que ces filles auraient pu être des anges. Elle rouvre la porte et elles ont disparu. Elles ont tout simplement disparu. Et cette allée est bien trop longue pour qu'elles disparaissent comme ça, contrairement aux autres maisons de la rue. Elle a interrogé le voisinage, mais personne n'avait entendu parler ou vu les filles. Je lui ai demandé si elle savait ce que sont les enfants aux yeux noirs et elle a dit non. Je lui ai demandé si leurs yeux étaient normaux, et elle a dit non, qu'ils étaient complètement noirs. Je vis dans une région rurale du Vermont, et je suis un auteur amateur. On peut dire que c'est mon passe-temps. Mais je m'intéresse aux enfants aux yeux noirs depuis un certain temps. Et je voulais écrire un livre à ce sujet. Cependant, je fais des recherches sur eux depuis environ une semaine. Et il y a 2 nuits, ma femme et moi avons été réveillés par un coup frappé à la porte d'entrée vers 2h40 du matin. C'était un coup assez fort. Pas un fracas, juste 3 coups sourds et forts. J'ai dit à ma femme que j'allais descendre pour voir ce qu'il se passait. Cependant, en m'approchant de la porte, j'ai ressenti une étrange sensation de peur m'envahir. C'était très bizarre. Je ne peux pas vraiment expliquer ce sentiment. J'ai hésité un instant, mais ensuite j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai ouvert la porte. Et à ma grande surprise, ce n'était qu'un enfant. Au début, j'ai cru que c'était le fils du voisin qui habitait au bout de la rue, car il a à peu près 13 ou 14 ans. Il avait la tête baissée et portait un sweat à capuche gris foncé, et je lui ai demandé, un peu énervé, ce qu'il voulait. Il est alors resté là sans rien dire. J'ai haussé le ton et je lui ai demandé comment il s'appelait. C'est à ce moment-là qu'il m'a regardé. Je ne crois pas avoir jamais ressenti une telle peur de toute ma vie. Ses yeux étaient complètement noirs, sans parler de sa peau très pâle. J'ai claqué la porte au nez de cet homme, puis je l'ai verrouillé avec le cadenas. Ce n'était certainement pas le fils de mon voisin. Je suis vite remonté à l'étage près de la femme, et j'ai verrouillé la fenêtre pour vérifier s'il était parti. Et il était parti, comme ça, disparu. J'ai à peine dormi et je n'arrête pas d'y penser. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre ce qui s'est passé. Depuis, j'ai arrêté toutes mes recherches pour des raisons évidentes, mais je voulais partager cette expérience avec vous et voir si vous aviez des idées à ce sujet. Je veux partager une histoire que mon père raconte à ma famille depuis longtemps. Cela s'est passé en 2003, il y a 15 ans. Nous vivions au Mexique, plus précisément à Mexicali, en Basse-Californie. Nous vivions dans une zone urbaine. Cette histoire est un peu différente car il a vu une femme au lieu d'un enfant. Mais malgré tout, je suis sûr que c'est la même chose. Un après-midi, après ses activités habituelles, mon père a entendu frapper à la porte. Il a rapidement ouvert la porte et s'est retrouvé face à une femme caucasienne, un peu ronde, portant des vêtements très anciens qui semblaient en peau faits à la main et qui n'étaient clairement pas de notre époque. Elle lui a dit « Me da agua, señor ?» ce qui se traduit par « Pourrais-je avoir un peu d'eau ?» Mon père a répondu
Il y a un tuyau d'arrosage sur le côté, mais la femme a insisté pour entrer. Mon père lui a dit non, alors elle l'a regardé droit dans les yeux, et c'est là que mon père l'a vue. Ses yeux étaient complètement noirs. Elle est allée sur le côté de la maison et a commencé à déféquer sur le trottoir. Mon père a perdu sa trace après cela, et la chose suivante qui s'est produite était un peu étrange. À partir de ce jour-là, pendant environ un mois, une chouette venait constamment voler et se posait exactement à l'endroit où elle avait fait ses besoins. Et c'est toute l'histoire. Mon père n'était généralement pas quelqu'un de superstitieux, et même si cela peut sembler un peu bizarre, il a toujours raconté la même histoire. Je ne croyais pas aux enfants aux yeux noirs jusqu'à tout récemment. 2 d'entre eux sont venus à ma fenêtre. Je vis à moitié sous terre et ma fenêtre est au niveau du sol, juste au-dessus de mon lit. Une grosse tempête éclatait, stores relevés pour voir les éclairs. Soudain, 2 d'entre eux ont frappé droit à la fenêtre, comme dans un film d'horreur. Lentement mais fermement. J'ai bondi hors du lit, j'ai baissé le store et je les ai entendus dire « S'il te plaît, laisse-nous entrer. Nous avons froid. Peut-on utiliser ton téléphone ?» Immédiatement, je leur ai crié de partir, mais ils n'ont pas bougé. Me rappelant ce que j'avais lu sur le fait qu'ils pouvaient être des démons, j'ai crié aussi fort que je pouvais « Partez d'ici. Partez maintenant. C'est une maison de Dieu. » Ou quelque chose comme ça. J'ai continué à crier jusqu'à ce que les coups s'arrêtent. J'étais mort de peur. Et puis finalement, l'un d'eux a croisé mon regard à travers la fente des volets. Et en effet, ses yeux étaient noirs comme la nuit. Je me perds dans cette obscurité sans pouvoir détourner le regard. Et puis ils ont disparu. Honnêtement, j'ai tellement peur que j'en tremble. Je regrette vraiment d'avoir entendu parler de ces rejetons de Satan. Ce n'est pas vraiment mon histoire, mais celle de ma mère. Ma mère possède un salon dans la banlieue rurale de Philadelphie. Je travaille pour elle depuis l'ouverture du salon et je suis généralement avec elle du mercredi au samedi. Chaque samedi, une femme âgée vient au salon. Nous l'appellerons Ethel. Ethel se lave généralement les cheveux elle-même, puis elle vient pour qu'on les lui crêpe. C'est littéralement un service à 4$ et ça paraît étrange mais elle vient chaque semaine pour la même chose. Je n'ai jamais eu de sentiments étranges venant d'elle et j'ai passé des années à parler avec cette femme. Il y a quelques années, je suis parti plus tôt du travail en la laissant fermer pour la journée. Je me sentais en sécurité en sachant que ma mère n'avait plus qu'une cliente et que ce n'était pas un problème. Elle n'en avait que pour 10 minutes maximum. En rentrant chez moi, je reçois un appel de ma mère, qui est bouleversée mais pas terrifiée. Elle continue en me disant qu'elle coiffait Ethel, et qu'Ethel, de façon inhabituelle, s'est retournée et a regardé ma mère. Quand leurs regards se sont croisés, elle a dit que ses yeux étaient complètement noirs, sans aucun blanc. Et quand ma mère a regardé de nouveau dans le miroir, ses yeux étaient redevenus normaux. Ça ne s'est plus jamais reproduit et c'était la première fois que j'en entendais parler et honnêtement, j'ai surtout mis ça de côté jusqu'à ce que je tombe sur une rencontre humanoïde qui m'a mené à ces histoires. Maintenant, je crois que je vais rester tard juste pour voir Ethel et lui parler.